Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de l'audition relative à la souffrance psychologique au travail. Avant tout, nous tenons à remercier chaleureusement notre invité d'avoir accepté de se joindre à nous, pour nous apporter son expertise sur ce sujet, Monsieur Vincent de Gaujac, sociologue, professeur émérite de sociologie à l'Université Paris-Diderot. Vous dirigez le laboratoire de changement social depuis 1981 et vous êtes membre fondateur de l'Institut international de sociologie clinique, discipline dont vous êtes un des principaux initiateurs. Vos recherches vous ont conduit à explorer les causes du mal-être au travail et à analyser notamment les transformations intervenues ces dernières années sous l'effet de la révolution managériale. L'audition qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du processus d'élaboration collaborative du programme, sur lequel s'appuie la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ce processus programmatique est coordonné par Jacques Généreux, docteur en économie, professeur à Sciences Po Paris, et Charlotte Girard, maîtresse de conférences de droit public, spécialiste de droit constitutionnel et de théorie du droit. La base de ce programme est constituée de l'humain d'abord, programme du candidat du Front de gauche aux dernières élections présidentielles, actualisé depuis 2012, et qui a également vocation à être enrichi d'une part par les très nombreuses contributions de citoyens déposées sur la plateforme jlm2017.fr, et d'autre part par les auditions, à l'image de celle-ci, destinées à solliciter les expertises et les propositions de spécialistes sur différents thèmes pour chacun des 7 chapitres du programme. L'audition d'aujourd'hui s'intègre dans le chapitre « Partage des richesses » qui est coordonné par 2 rapporteurs, Damien Pratt et moi-même, Amandine Langlois. Durant un peu moins de 2 heures, nous allons donc échanger sur la souffrance psychologique au travail. Le mal-être au travail, c'est une réalité qui touche tous les salariés, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Les dépressions, le burn-out, le harcèlement, qui peuvent aller jusqu'à entraîner le suicide de salariés, sont autant de signes d'un phénomène qui est lourd et inquiétant aujourd'hui. Pourtant, la souffrance au travail n'est pas une fatalité. Il convient donc de comprendre aujourd'hui ses causes et ses conséquences pour identifier ensemble les leviers d'action à mobiliser pour y mettre fin. Nous nous interrogeons donc ensemble sur les origines de la souffrance au travail, le lien entre la souffrance au travail et l'évolution des méthodes de management et l'évolution de la société en elle-même, mais également sur la part de responsabilité politique dans cet état de lieu. Et bien, il faudra également déterminer si une transformation de l'organisation du travail pourrait être ou est déjà envisagée pour prévenir le mal-être au travail et le rôle des différents acteurs dans cette évolution qui est aujourd'hui fondamentale. Voilà, je laisse donc la parole à Jean-Luc Mélenchon avant de laisser intervenir notre invité. Je ne vais pas la prendre longtemps, ce sera juste le temps de dire merci et de rendre la parole à mes co-organisateurs. C'est un jeu. À Vincent, pour que, d'abord tu nous dises tout ce que tu as envie de nous dire. Enfin, tout le monde n'a pas tous les jours l'occasion de choper le futur président de la République entre 4 yeux. Et que pour une fois qu'il y en a un qui s'intéresse à ce sujet, ma foi, c'est l'occasion de dire ce qu'il y a à dire. Et puis nous, en fonction, évidemment, nous s'intéresse à des choses précises concernant le diagnostic, etc. On commence par... Je vais quand même vous dire juste un petit mot. En 2011, avant la campagne électorale proprement parlée, le Front de gauche avait organisé une série de forums. Et je me souviens du forum de Marseille, qui était prévu sur le travail, terme très générique. Et les interventions prévues portaient sur l'amélioration des conditions du comité d'hygiène et sécurité, les salaires, certains gestes au travail, puisqu'il y avait une lutte des caissières qui venait avoir lieu.
et quelqu'un a démarré sur la souffrance au travail de manière totalement imprévue depuis la salle. Et aussitôt, la discussion s'était considérablement enflammée et répandue. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à parler, alors que dans les figures précédentes, on écoutait des déclarations qui semblaient un peu académiques. Bon, on apprenait bien sûr, mais dès qu'on a abordé le thème de la souffrance, et parmi ces thèmes, moi j'ai découvert à ce moment-là l'ampleur du sujet, que je ne connaissais pas, et pour cause. Il y avait tous les thèmes passaient, enfin beaucoup de thèmes, je ne m'en souviens pas très exactement, mais beaucoup de thèmes passaient, et y compris certains avaient abordé le thème de l'explosion du collectif de travail, déchiré entre des sous-traitants de toutes sortes, qui faisaient perdre aux gens qui participaient à une tâche commune le sentiment d'être en train de faire quelque chose. Donc c'est vous dire j'ai compris que c'était important et que c'était un sujet qui motivait extraordinairement la réflexion des gens et qui souvent est une porte d'entrée sur la réflexion politique. Il y avait eu un débat organisé par Radio France pendant la campagne sur la question du travail avec tous les candidats à l'élection présidentielle. C'était Pierre Laurent qui était venu. D'accord. Ils ont tous parlé de l'emploi. Quasiment personne n'a parlé du travail. Et ça, et je pense que celui qui va s'emparer de cette question et qui aura un discours fort sur cette question, il gagne 5 points dans les sondages dessus. Alors pourquoi? Parce que moi je fais des conférences là-dessus partout, et ce que vous venez de dire, comment les gens se sentent concernés, toute classe sociale confondue, le public, le privé, n'importe quel âge, et combien c'est un phénomène social global. Il se trouve que on est en France, mais c'est très très important parce que c'est en même temps un phénomène mondial. C'est-à-dire que moi, concerné par quoi? Concerné par la question du mal-être au travail et du lien qui peut exister entre le mal-être au travail, ce sentiment qui prend des formes diverses, hein, qui sont somatiques, psychosomatiques. Bon, on parle du stress, on parle du burn-out, jusqu'au suicide, la dépression, mais c'est surtout, quand on dit ça va, l'épuisement, l'essoufflement, le sentiment qu'on n'arrive plus à comprendre ce qu'on demande de faire. Alors, la première hypothèse, si vous voulez développer, parce qu'elle est pour essayer de comprendre le phénomène, c'est qu'il y a une corrélation directe entre les mutations dans le monde du travail depuis une cinquantaine d'années, dans les organisations, ce que vous avez nommé la révolution managériale, mais qui est liée aussi à la révolution numérique et aux transformations du capitalisme, et l'émergence de nouveaux symptômes, qui fait que si les conditions objectives de travail se sont améliorées considérablement, les conditions subjectives de travail se sont détériorées. C'est ce phénomène que je voudrais essayer d'éclairer devant vous. Moi, je l'ai rencontré d'abord dans les multinationales. Les premières recherches sur ces questions-là, c'était à IBM, au moment où ces multinationales étaient l'exemple de la performance, de l'excellence, de la réussite, et sont devenues le modèle de management pour tout le monde. Et la face cachée, j'avais écrit un livre avec Nicole Aubert, Le coût de l'excellence, dès les années 80, parce qu'on s'était rendu compte que cette performance se payait, en particulier du côté de par un phénomène assez paradoxal. Les gens étaient plutôt contents, plutôt plus satisfaits de travailler là que dans des organisations bureaucratiques ou industrielles traditionnelles, et en même temps, ça produisait, salut Christophe, ça produisait des symptômes comme le burn-out. Dès les années 80, on avait beaucoup travaillé sur cette question-là, c'est-à-dire le sentiment d'être consumé, le sentiment de plus en pouvoir, et certains qui s'effondraient psychologiquement, et on a essayé de comprendre d'où ça venait, ça. Et donc, ça a commencé dans les multinationales, sur les sources. Hein. Ça s'est développé auprès des clients et des fournisseurs des multinationales qui ont imposé ce modèle de management et ces nouveaux outils de gestion à leurs clients et leurs fournisseurs. Puis ça a été le modèle pour la modernisation des entreprises publiques dans les années 90 en France, et plus largement de New Corporate Governance, c'est-à-dire ce nouveau modèle mondial de gouvernement, des institutions, et à partir des années 2000 en France, mais avant dans d'autres pays, ça a été le modèle de la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, transformé juste le nom par le nouveau gouvernement, la modernisation de l'action publique, mais c'est la même politique, hein,
réforme de l'État, de réforme hospitalière, réforme universitaire, réforme de toutes les institutions. Je voudrais insister sur le fait que ce modèle-là, s'il s'est diffusé aussi rapidement, c'est parce qu'il a été porté aussi par les grands cabinets de consultants. Moi, j'ai vu à la réforme universitaire comment les présidents d'université ont tout de suite fait appel à KPMG, à Deloitte, à PricewaterhouseCoopers, Accenture, etc., pour les conseiller, pour savoir comment on allait devenir performant, surtout comment on allait pouvoir financer les dépenses des institutions. Donc derrière, le New Public Management, c'est exactement ce modèle-là importé dans le public et venant du privé. Alors il y a une corrélation directe entre l'apparition de symptômes de mal-être au travail, dont Christophe va parler beaucoup mieux que moi, et l'importation de ces nouveaux modèles de management, de ces nouveaux outils de gestion, et de cette idéologie qui l'accompagne, la novlangue managériale, qui est un des aspects importants. Et donc, je ne veux pas faire de théorie trop, mais quand même c'est important parce que c'est un nouveau phénomène de pouvoir, un nouveau modèle de pouvoir qui s'est diffusé là, pour aller très vite. Hein, le capitalisme industriel, c'était l'usine des organisations hiérarchiques, pyramidales, patronales, et le pouvoir c'était l'autorité, l'encadrement hiérarchique, le chef, le patron. Et l'objet du pouvoir, c'était le contrôle, rendre les corps utiles, dociles et productifs, disait Michel Foucault dans Surveiller et punir. Là, il y a un déplacement du pouvoir qui est que c'est plus l'énergie physique. Hein, si je prends, j'ai une belle citation de Foucault, c'est pour une bonne part comme force de production que le corps est investi de rapports de pouvoir et de domination. Le corps ne devient force utile que si elle était à la fois corps productif et corps assujetti. Ça, c'est le fondement du pouvoir disciplinaire. Ben, vous prenez la citation de Foucault et vous remplacez corps par psyché, et vous avez ce qui est le fondement de ce pouvoir qu'on a appelé managinaire avec Nicole Aubert, mais ce nouveau fait de forme de pouvoir, c'est pour une bonne part comme force productive que la psyché est investie de rapports de pouvoir et de domination. La psyché ne devient force utile que si elle est à la fois énergie productive et énergie assujettie. C'est la mobilisation psychique qui est maintenant demandée. Hein. Et donc on voit bien que le symptôme, hein, on parlait des maladies professionnelles, c'est pas qu'elles n'existent plus, mais c'était essentiellement le corps qui était l'objet du pouvoir pour le rendre productif. Aujourd'hui c'est la psyché, donc il n'est pas étonnant que les symptômes se soient déplacés aussi du corps à la psyché. Donc ça c'est la première hypothèse, et cette nouvelle forme de pouvoir, il faut bien comprendre qu'il est, il est beaucoup plus performant que l'ancien, c'est-à-dire par rapport à la dénonciation des patrons, la dénonciation de la discipline, de la contrainte, de l'obéissance. Bon, pourquoi? Parce qu'il fonctionne, il produit l'adhésion. Et donc, c'est-à-dire il produit une adhésion forte, ce qu'on a appelé dans un des livres qu'on a fait un contrat narcissique, c'est-à-dire on propose aux gens de réussir, d'être performants, de se réaliser, c'est l'idéologie de la réalisation de soi-même, hein, et de participer, justement, de remettre en question les anciennes formes du pouvoir pour se mobiliser, pour pouvoir participer à la qualité, à l'excellence, à la performance, c'est-à-dire des mots hein, qui sont absolument irrésistibles. Alors, il y a une question que je voudrais discuter avec vous, c'est comment se fait-il hein, qu'il y ait eu si peu de réactions, ce que vous avez dit tout au début, pour comprendre cette transformation alors qu'elle est massive. Et pourquoi? Une des batailles aujourd'hui, c'est le refus de l'ensemble des DRH, des directions, etc., de considérer qu'il y a un lien entre les symptômes de mal-être au travail et les réorganisations permanentes, ces nouvelles pratiques de management, etc. Je vous donne l'exemple de Galamant, un médecin d'IBM, par exemple, qui avait fait la démonstration que il y avait eu une augmentation en 4 ans, entre 2008 et 2012, des symptômes d'hyperstress parmi tous ceux qui recevaient comme médecins du travail quotidiennement à IBM. Et que ceux qui étaient passés de stress à hyperstress, avec une petite échelle d'observation que les médecins connaissent bien, étaient passés de 40 à 70% en 4 ans.
Et il écrit à la direction pour dire il y a un problème. Et la direction a écrit au Conseil de l'Ordre pour qu'il soit radié du Conseil de l'Ordre. Actuellement, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a 14 médecins et 2 psychiatres qui sont poursuivis pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que quand les médecins du travail posent des alertes par rapport à ça, on leur dit, mais vous sortez de vos attributions, de quoi vous vous mêlez, vous n'avez qu'à soigner les gens, hein, vous n'avez pas à vous préoccuper des problèmes de management ou autre. Alors, ça renvoie à un phénomène qui rend la bataille difficile, c'est que quand ça ne marche pas, si on dit que ça ne marche pas, si les gens disent se plaignent, vont pas bien, etc., on leur renvoie que justement ils résistent au changement, qu'ils n'en ont pas fait assez pour remettre en place ces nouveaux outils, ces nouvelles pratiques, et que si ça ne marche pas, c'est parce qu'ils sont pas bons, hein, ou alors que eux, comme ils sont moins performants que les autres, ils se plaignent parce que, évidemment, quand on fait l'avancement numérique, celui qui reçoit la prime, il est content, mais tous les autres, ils sont mécontents. Et ils n'osent pas protester parce qu'on leur dit, bah, si vous voulez être content, vous aviez qu'à vous défoncer pour avoir la prime. C'est-à-dire que c'est une forme de pouvoir qui réactualise la servitude volontaire, puisque, je vais juste donner un exemple, puisqu'il met les gens dans des injonctions paradoxales. Alors c'est une hypothèse que je voudrais juste développer devant vous. Je vous donne un exemple. Vous avez une phrase dans une brochure hein, qui exprime bien cette nouvelle philosophie. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots. Il y a 4 paradoxes dans cette phrase. Nous sommes tous d'accord. Il y a un paradoxe logique. Hein, nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots. Ce sont des mots. Bon, ça c'est, je veux dire, les mathématiciens aiment bien ça, décortiquer ça. Le deuxième paradoxe, il est plus psychologique, hein, c'est nous sommes tous d'accord pour dire. C'est-à-dire on construit un nous tout d'un coup alors que l'ensemble des pratiques managériales produisent la compétition entre les individus, la lutte des places, etc. Les met, hein, comparent en permanence sur du benchmarking, de comparer leurs performances, etc. Et on dit ce nous pour célébrer quelque chose qui serait l'intérêt général de tous les salariés, l'entreprise, etc. Le troisième paradoxe, c'est nous sommes tous d'accord pour dire, c'est-à-dire vous pensez bien ce que vous voulez, vous êtes des sujets libres, j'ai pas besoin de vous dicter votre conduite, mais vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire, qui désamorce complètement la possibilité de toute critique. Et le quatrième, le pire, c'est nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots. C'est maintenant l'entreprise qui a les besoins. C'est-à-dire, ce n'est pas l'entreprise hein, qui a un moyen pour satisfaire les besoins de l'humain, c'est l'humain qui doit s'adapter aux besoins de l'entreprise. Et c'est l'idéologie des ressources humaines. Il y a exactement le même renversement quand on parle de ressources humaines. On s'est dit c'est formidable, c'est un progrès par rapport à la gestion bureaucratique, archaïque, des vieux services du personnel qui sont corporatistes, etc. Donc on va devenir beaucoup plus rationnel, transparent, objectif, etc. en développant hein, des services de ressources humaines. Et là, je n'ai pas compris comment ça s'est passé sans une réaction forte, politique. Mais qu'est-ce que c'est que cette idéologie des ressources humaines qui considère que l'humain est une ressource pour le développement de l'entreprise, alors qu'on devrait considérer que c'est l'entreprise qui est une ressource pour le développement de l'humain. Et ce n'est pas seulement dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, ça vous le savez mieux que moi, hein, c'est la société qui doit se mettre au service de la performance économique, et ce n'est pas hein, l'économie qui doit se mettre au service pour savoir quelle société on développe aujourd'hui. Alors voilà, et d'où l'hypothèse que une des sources profondes du malaise et du mal-être et de la difficulté de le dire, c'est que les gens, les salariés, mais pas seulement les salariés, l'encadrement aussi, et parfois même des niveaux dirigeants, sont mis dans des organisations paradoxales, c'est-à-dire qu'ils les mettent en permanence dans des injonctions paradoxales. Alors, les psychologues connaissent bien ça parce que ça rend malade les injonctions paradoxales. Faire plus avec moins, par exemple. Ou avec la révolution numérique, plus on gagne du temps, moins on en a. J'ai un manager qui me disait c'est formidable aujourd'hui, on est libre de travailler 24 heures sur 24. C'est belle celle-là.
Ou alors un autre qui me disait j'ai de plus en plus de travail en dehors de mon travail et inversement. Et quand vous écoutez les gens, ils n'arrêtent pas de vous dire des choses comme ça. C'est-à-dire à la fois, ils ont bien le sentiment que ça ne va pas. L'autre bien connu, c'est on a le nez sur le guidon, on sait qu'on va dans le mur et on pédale de plus en plus vite. C'est-à-dire les gens sentent qu'ils vont pas bien. Tous, tout le monde va pas bien, quelque part, quand il est pris dans cette forme d'organisation. Et en même temps, il y a quelque chose qui les empêche de réagir et ils ont un sentiment de perte de sens d'un côté et d'impuissance de l'autre. Alors, je veux pas être trop long, mais il y a 3 déterminants dans le livre que Jacques m'a permis de publier là, sur le capitalisme paradoxal. On développe l'idée que c'est au carrefour de 3 déterminants. L'un qui est la rupture entre le capitalisme financier et l'économie réelle, ça vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais je voudrais simplement donner une citation d'Henri Kravitz, un des patrons des plus gros fonds de pension, qui dit à Davos, moi c'est l'argent qui travaille. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut faire travailler l'argent. Et si c'est l'argent qui travaille, on n'a plus besoin de travailleurs. Alors, pour aller vite. Mais Alors, le deuxième déterminant, c'est la révolution numérique. Il y a un livre, par exemple, qui montre qu'aux États-Unis, en 50 ans, on dort en moyenne 2 heures de moins par jour. Pourquoi? Parce que tous ceux, je pense aux travailleurs qui ont une insomnie et qui vont se réveiller, qui vont en profiter pour avancer pour les mails, parce que le lendemain matin, ils n'ont pas le temps de le faire, etc. Et qui se mettent eux-mêmes dans cette logique. Bon. Mais tous ceux qui travaillent maintenant, qui ont... Au début, c'était 20, puis c'est 50, et puis c'est 80, et puis c'est 120 mails, puis c'est 400 mails par jour. Et je ne parle pas des spams à traiter, et si vous ne les traitez pas, ah oui, mais alors, tu n'as pas répondu à mon mail, ou alors tu ne vas pas être au courant parce que c'était une réunion, et puis il y a une désorganisation complète, mais qui produit un surinvestissement qui est nécessaire par rapport à la peur de se retrouver décroché. C'est ce que j'ai proposé d'appeler la lutte des places, avec l'idée que la lutte des places se substitue à la lutte des classes, parce qu'avec l'individualisation, ces nouvelles formes de management, chacun est renvoyé à lui-même et devient responsable de sa réussite ou de ses échecs, et mis en compétition avec les autres. Alors, soit pour avoir les meilleures places du côté de la lutte, du côté de l'excellence, soit pour pouvoir exister socialement du côté de l'exclusion. Et là, je renvoie aux travaux de Robert Castel, par exemple, qui montraient comment, pour exister comme individu aujourd'hui, il faut un certain nombre de supports, et si on perd ces supports, eh bien, on n'a plus d'existence sociale, et on bascule du côté de l'exclusion. Et donc, il y a un rapport très fort entre cette culture de la haute performance, ce management par l'excellence d'un côté, et tous les processus de précarisation, d'exclusion de l'autre. C'est les deux faces du même phénomène. Et je voudrais insister sur la question... Alors, on pourrait parler des paradoxes de la loi El Khomri. J'étais avec des syndicats là avant-hier, et tous disaient, un premier paradoxe, c'est que c'est une loi sur le travail qui ne parle pas du travail, de ce qui se passe vraiment au niveau du travail. Deuxièmement, l'argument sur lequel il faut faciliter les licenciements pour favoriser l'emploi est totalement paradoxal. Et le pacte de compétitivité aussi, c'est le raisonnement qui consiste à dire le problème numéro 1 c'est le chômage. Pour lutter contre le chômage, il faut retrouver la croissance. Pour retrouver de la croissance, il faut de la compétitivité. Ça, c'est impeccable jusque-là. Sauf qu'on ne dit pas comment on trouve de la compétitivité. Or, la compétitivité, c'est le lean management, lean manufacturing, le benchmarking, etc. Tous ces outils de management qui consistent à faire plus avec moins, donc à réduire les effectifs et en améliorant la productivité. Le paradoxe, c'est que pour lutter contre le chômage, il faut réduire les effectifs. Je ne parle pas du passage dans la fonction publique. Alors, pour terminer sur les pistes, moi, il me semble qu'il y a une bataille politique qui n'a pas été menée, c'est la bataille contre l'idéologie managériale. Je disais au début, pourquoi je dis que c'est un phénomène social mondial, global, comme disent les sociologues. J'ai un doctorant qui a fait sa thèse sur les burn-out des pompiers à Florianopolis
au Brésil, il a fait exactement la même description qu'une étude que j'avais faite à Pau, sur une caserne de pompiers, où il y avait une multiplication de burn-out, de stress, etc. C'est exactement les mêmes symptômes. J'ai des étudiants donc, dans toute l'Amérique latine, en Amérique du Nord, etc., et dans toute l'Europe. Hein, on trouve exactement les mêmes symptômes. Je n'ai pas apporté de données statistiques, mais les bureaux internationaux du travail sortent tous les ans un rapport qui montre que tous les indicateurs sont en rouge du côté de ces symptômes de mal-être au travail. Alors, pourquoi je dis il y a une bataille politique et idéologique qui n'a pas été menée, c'est contre cette idéologie managériale et les paradigmes qui la sous-tendent. Moi, il se trouve que j'ai été à Dauphine et j'ai vu Dauphine, le projet de Dauphine scientifique était vachement intéressant. C'était des sciences des organisations, comprendre ce que c'est qu'une organisation. Tabatoni et Brochet, les deux fondateurs de Dauphine. J'ai vu comment ça s'est transformé en université de gestion, des sciences de la gestion au pluriel, pour optimiser le fonctionnement des organisations afin de leur permettre de remplir les objectifs qui leur sont fixés. C'est la première phrase des manuels de gestion. Alors ça, c'est totalement idéologique, c'est-à-dire on n'est plus là pour comprendre, on est là pour former des gens qui vont appliquer les prescriptions de l'idéologie managériale et de cette noble langue-là. Et ces paradigmes-là, ils sont très difficiles à combattre idéologiquement parce qu'il n'y a rien de moins idéologique que le discours gestionnaire. Il est rationnel, il est pragmatique, il est objectif, il est fonctionnel, etc. Il n'y a pas une gestion de gauche et une gestion de droite. Il y a une gestion efficiente hein, et une qui ne l'est pas. Donc, du coup... L'air à l'Assemblée nationale. Et quand on entend, quand on a ce décryptage et qu'on voit la contamination du discours politique par l'idéologie gestionnaire, c'est effrayant, effrayant. Or, il n'y a pas eu de bataille pour déconstruire ce discours, et on peut, s'il y en a bien sûr, mais il n'y a pas eu, je trouve, de le faire systématiquement, et ça me paraît être une des dimensions du problème, c'est la difficulté qu'il y a, parce que les contre, comment dire, c'est une critique qui nécessite de déconstruire le discours d'autres et non pas une idéologie contre une autre. Hein, les socialistes contre les libéraux, les grands récits de Jean-François Lyotard, etc. sont tous en crise. Et qui est-ce qui a rempli le vide idéologique dans le monde entier? C'est l'idéologie gestionnaire. Et ça, les institutions européennes, par exemple, sont championnes pour ça. Alors, il faut déconstruire cette langue managériale, et elle est difficile à déconstruire parce qu'elle procède en permanence par oxymore, c'est-à-dire par formule qui contient en elle-même la contradiction. Alors, quand on fait de la poésie, c'est très bien, une obscure clarté, un silence assourdissant. Bon. Mais quand on remplace plan de licenciement par plan de sauvegarde de l'emploi, hein, quand évasion fiscale par optimisation fiscale, la dernière que j'ai entendue, c'est l'austérité prospère. Et vous prenez la norme managériale, pourrez-vous faire la liste, mais vous la connaissez sans doute, elle est comme ça en permanence hein, sur cette... Alors qu'est-ce qu'elle produit? On a plusieurs thèses là-dessus. Ce qu'elle produit, c'est une difficulté pour les gens d'exprimer dans cette langue-là les malaises qu'ils ressentent, parce que à chaque fois ils sont renvoyés au fait que s'ils sont, c'est le débat d'ailleurs de tout à l'heure sur s'ils sont stressés, etc., c'est parce qu'ils sont vulnérables. Et donc il faut qu'ils apprennent il y en a un qui est pas mal comme oxymore, c'est la robustness vulnérabilité. Hein, la vulnérabilité robuste. C'est-à-dire il faut apprendre à s'adapter à ce fonctionnement et accepter ses faiblesses. Enfin, on vous met en place toutes des techniques de développement personnel pour vous apprendre à vous adapter à cette situation, à cette tension, à ces contradictions, etc. Et celui qui ne s'adapte pas, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Bon, et c'est là qu'on va revenir sur la question du collectif, parce que chacun est individualisé. Par exemple, dans le suicide, par exemple, on voit bien la personne qui est prise dans une spirale et qui s'isole complètement, mais Christophe en parlera beaucoup mieux que moi, et qui n'arrive plus à communiquer avec les autres et donc il intériorise hein, la responsabilité de la faiblesse dans laquelle il est parce qu'il n'a pas été performant, et que s'il ne va pas bien, c'est parce qu'il n'est pas rentré dans ce discours de la performance. Et donc il résiste au changement, et donc il peut s'en prendre qu'à lui-même. Alors, pourquoi je parlais de Dauphine? Parce qu'il me semble très très important de voir le problème de la façon dont les sciences de gestion se sont diffusées partout. Par exemple, même dans le secondaire,
Ils ont, à un moment donné d'Arcos, j'avais eu son directeur de cabinet, c'était au moment où il y avait un congrès de sociologie, qui voulait remplacer l'enseignement de l'économie et sociale par économie et gestion. Et disait, mais la sociologie, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, toute pensée critique est annulée par cette pensée gestionnaire qui se veut rationnelle, pragmatique, technique, transparente, etc. Et donc, il y a là un vrai problème en termes de repenser la formation des élites. Je me souviens de Dominique Médan nous faisant la description, quand elle est passée de Normal Sup à l'ENA, de l'ENA comme l'approfondissement total de la pensée. Il n'y a plus de pensée critique. Donc, toutes les sciences sociales ont été supprimées quasiment des grandes écoles de commerce. Le SCP, HEC, etc. Sauf en option, où on va se réjouir un peu l'âme en faisant un petit peu de philosophie, que par miettes comme ça. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune pensée qui puisse effectivement permettre de déconstruire, et on le voit bien dans la recherche, c'est une catastrophe dans la recherche parce qu'on valorise la recherche appliquée, et au lieu de la recherche fondamentale, c'est-à-dire cette recherche qui permet effectivement de remettre en question les paradigmes sur lesquels se construit cette pensée, et là dans le domaine de la gestion, c'est vraiment très très préoccupant. La deuxième chose, c'est, je voudrais dire un mot sur l'évaluation, parce que l'évaluation paraît être un symptomatique de ça, c'est-à-dire la seule évaluation qui compte, c'est l'évaluation performative, avec la construction d'indicateurs pour évaluer la qualité, avec le benchmarking. La catastrophe que représente l'intériorisation par l'ensemble de la classe dirigeante du classement de Shanghai comme étant l'alpha et l'oméga de la valeur des universités, mais tous les ans, que ce soit les lycées, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les universités, que ce soit les collectivités locales, etc., sont évalués. Et la mise en place de ces agences régionales de la santé, de l'agence régionale pour l'évaluation de l'enseignement supérieur, etc. Tout le monde pensait qu'avec Hollande allait supprimer ça parce que tous ceux qui avaient milité beaucoup, en particulier au PS et ailleurs, en disant c'est pas possible que les chercheurs soient évalués en fonction du nombre d'articles qu'ils produisent dans les revues classées AA, et en anglais, en plus, et en anglais. Ou qu'un médecin soit évalué par la T2A, la tarification à l'activité, en fonction du nombre de points que les malades... Bon, ou que les psychiatres soient soumis à l'impérialisme des DSM-4, DSM-5, c'est-à-dire ce manuel de psychiatrie qui mais lui, non, pardon. Donc, il faut sortir de ça. Et alors, la question, c'est... Derrière, c'est la question de la valeur. Et la question du primat de l'économie qui fait que toute valeur aujourd'hui se traduit en indicateur quantitatif qui se traduit en indicateur financier. Et c'est à partir de là qu'on traduit les performances de l'ensemble des organisations dans des systèmes d'évaluation qui se veulent objectifs, rationnels, qui même proposent à l'ensemble des salariés et des acteurs de participer à la production des indicateurs. Il y a la Fondation européenne pour le management par la qualité, par exemple, qui développe l'idée qu'il faut développer l'excellence durable. Et l'excellence durable, c'est l'oxymore parfait, parce qu'être excellent, c'est avoir des résultats au-delà exceptionnels, extraordinaires, et on vous demande hors du commun, et on vous demande donc d'avoir durablement des résultats hors du commun. Donc si tout le monde est excellent, que devient le monde commun? Et là on retrouve Hannah Arendt qui dit la politique c'est de créer un monde commun. Là on est en train de nous créer un monde fou. C'est pour ça que le sous-titre capitalisme paradoxal, c'est un système qui rend fou. C'est-à-dire qu'on nous met en compétition, bon, et c'est le syndrome de Lance Armstrong aussi, c'est que l'excellence oblige aujourd'hui à tricher. Et tout le monde triche, parce que les indicateurs quantitatifs qui sont construits pour mesurer la performance, comme ils nous mettent en tension, et ils nous obligent, pour pouvoir les atteindre, à tricher. Alors, dans les entreprises, le fait de maquiller les comptes est devenu, je ne parle pas des normes pour Volkswagen, etc. Toutes les banques, enfin on l'a vu, tout le monde triche. Les grandes crises. Et le syndrome de Lance Armstrong, c'est ça, avec l'ambiguïté. C'est marrant parce que c'était ce qu'on reprochait à la bureaucratie soviétique. Oui. Chacun rajoutait un zéro à chaque étage de la... Voilà, donc moi j'ai fait un séminaire avec le contrôle de gestion du grand multinational, où la direction a une conférence de presse pour donner les résultats en temps réel.
pendant le monde entier, ils ramènent les chiffres, etc. Tout passe par des programmes ordinateurs hyper sophistiqués, et le chef du contrôle de gestion voit les résultats, et il fait non. Et il barre, et il met son chiffre à lui, qui lui paraît sans doute plus proche de la réalité. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. On met en place un système formidablement rationnel, mais qui produit tellement de choses irrationnelles que on n'est plus dans le réel. On n'est plus... Bon, alors, Christophe en parlera aussi, c'est-à-dire les gens sont... Alors là, sur la question de la valeur, ils sont évalués à partir d'indicateurs dont ils ont le sentiment qu'ils ne rendent absolument pas compte du travail réel qu'ils font, et que non seulement ils ne rendent pas compte de ça, mais que, par exemple, le management par la qualité, ça les empêche de travailler, parce qu'il faut qu'ils passent plus de 20% de leur temps à remplir les fiches qualité, et pendant ce temps-là, non seulement c'est pas évalué, mais ça les empêche de travailler. Alors, je pourrais vous donner des exemples à la NPE, dans les hôpitaux, ou à l'université. À l'université, disons qu'un service d'enseignement-chercheur, c'était 40% d'enseignement, 40% de recherche, 20% de tâches administratives. Maintenant, c'est 80% de tâches administratives et 10%, sauf si on... Et 10% de recherche, 10% d'enseignement. C'est-à-dire, on n'a plus le temps de travailler. Les gens sont débordés par le fait d'avoir à justifier ce qu'ils font. Et une des catastrophes, je l'ai vu à Paris 7, là, il y avait un exemple de cette semaine, c'est l'organisation par projet. C'est les IDEX, les LABEX, etc. C'est pôles d'excellence, où on vous dit que pour avoir des ressources maintenant, il faut développer l'organisation par projet. Et si votre projet est excellent, il va être mieux et vous aurez des ressources. Paris 7 a eu un beau projet, un IDEX, qui a permis de faire la fusion avec d'autres universités, etc. Tout le monde était très content. Là, le gouvernement, la semaine dernière, dit que c'était fini. Et donc, ça fait éclater complètement le système, et les chercheurs disent, et c'est voilà un exemple d'organisation paradoxale, nous, si Paris 7 n'est plus dans l'excellence, comme chercheur, on est évalué en fonction de programmes de recherche dans lesquels on est, qui sont classés comme excellents, on quitte l'université. C'est-à-dire, ils développent eux-mêmes ce que, pour vous revenir sur l'idéologie managériale, quand j'ai écrit Le Coût de l'excellence, il y avait deux auteurs de McKinsey, Peter et Waterman, qui avaient écrit un livre, Le Prix de l'excellence, In Search of Excellence en anglais, en disant, voilà, on a analysé les 64 entreprises les plus performantes dans le monde, et on va vous donner les clés de la réussite. Ce livre, Le Prix de l'excellence, s'est vendu à des 2 500 000 exemplaires dans le monde, et il était sur la table de chevet de tous les dirigeants d'entreprise. C'était les recettes miracles. 7 ans après, l'un des deux auteurs, Peter, écrit un livre qui s'appelle Le chaos management, et dans l'introduction, il écrit, il y a quand même un problème, sur les 64 entreprises qu'on a analysées, 7 ans après, il y en a plus de la moitié qui ont disparu, qui ont été rachetés par leurs concurrents. Alors il dit bonjour l'excellence, et il continue, devenez des fanatiques de l'échec, parce que si vous échouez 6 mois avant vos concurrents, vous vous donnez une chance de réussir 3 mois avant eux pour le coup d'après. Et tout son livre, c'était de montrer que ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui sauront vivre dans une société paradoxale, chaotique, désorganisée, etc. Et je termine là-dessus, l'idée de la crise, elle est bien là. C'est-à-dire ce renversement hallucinant auquel on assiste, qui est que depuis 1975, on nous dit c'est la crise, et la crise justifie tout ce discours sur améliorer la compétitivité, la performance, etc., alors que c'est ça qui est un des moteurs de la crise dans laquelle on est. Et qu'on dit que c'est parce qu'on n'en a pas fait assez que ça ne va pas. Et c'est le renversement, alors devant Jacques, j'ai toujours peur par rapport à cette hypothèse, mais que moi j'adore, c'est le renversement du principe de Schumpeter qui disait que la force du capitalisme, c'est le principe de destruction créatrice. C'est-à-dire, le capitalisme détruit en permanence ce qu'il produit pour produire, créer de la valeur, plus de valeur que ce qui a été détruit. Et ça, c'est pour ça qu'il a gagné. Sauf que je crois qu'aujourd'hui, il y a un renversement, qui est le principe de la création destructrice, c'est-à-dire ce système-là économique est en train de nous détruire. Et il y a 3 indicateurs, au moins. Il y a la planète, bon, ça,
pas la peine de développer. Il y a la crise financière, c'est-à-dire la dissociation du capital financier de l'économie réelle qui fait que c'est l'argent qui travaille, et que si c'est l'argent qui travaille effectivement, détruire des emplois, c'est plus rentable que d'en produire. Donc, et puis le troisième symptôme, c'est ce qui nous réunit ce soir, c'est la destruction des travailleurs, c'est-à-dire cet investissement subjectif et psychologique dans une performance, dans une excellence et dans une qualité qui ne fait plus sens et qui n'a plus de valeur réelle pour les travailleurs, les met psychologiquement en difficulté. Mais mon voisin, là, en parlera sûrement beaucoup mieux que moi. On va peut-être donner la parole à Christophe Dejour, et puis ensuite on d'abord, par contre, tu peux peut-être faire une petite présentation, parce que c'est enregistré, parce que voilà. Donc, il faut expliquer qu'on filme, comme c'est filmé, tout ça, il y a une exposition de Christophe Dejour. Donc Christophe Dejour, merci d'être présent ce soir. Vous êtes psychiatre et psychanalyste, titulaire de la chaire Psychanalyse, Santé et Travail au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes également responsable de l'équipe psychodynamique du travail et de l'action, et vos travaux portent sur la souffrance au travail. Dans vos travaux, vous avez mis en cause le tournant gestionnaire des années 80 qu'on a pu évoquer tout à l'heure, qui a donné une emprise grandissante à l'évaluation individuelle des performances des salariés et à la politique du résultat, entraînant une mise en concurrence de chacun au sein de l'entreprise. Vous défendez par ailleurs la thèse de la centralité du travail, et vous exprimez également la nécessité du passage par le collectif et de la modification profonde du modèle économique pour lutter contre cette souffrance au travail. Toutes mes excuses pour mon retard. Non, mais c'est pas grave, c'est pas facile en ce moment. Merci en tout cas. Bon, mais je crois qu'il faut faire très court, c'est ça, c'est 10 minutes, c'est ça. On vous écoute. On a 10 minutes, alors. Quelques questions. Ça change un peu les choses en le temps de... Non, mais ça va, on a eu du temps. Donc, dites tout ce que vous avez à nous dire. J'ai forcément très schématique dans ma préparation, parce que je pensais que... Nous sommes preneurs de prescription. À diable. Bon. Oui, alors il y avait un certain nombre de questions qui étaient déjà indiquées dans le papier que j'ai reçu. Quelles sont les mutations d'abord opérées, comme Vincent Gojak en a déjà parlé, je ne vais pas c'était trop. Bon, c'est vrai pour nous, le bascule quand même, c'est ce fameux courant gestionnaire, je confirme, je confirme ce que vous avez Vincent. Voilà. Bon, je vais peut-être détailler, donner quelques éléments. Ce courant gestionnaire, c'est ce qu'a décrit en partie Vincent Gojak, mais pour moi la question, pour l'analyse que j'essaie de faire à partir de la clinique, c'est quelles sont les incidences de ce tournant gestionnaire sur l'organisation du travail. En principe, la gestion, c'est la gestion, c'est pas l'organisation du travail. Jusqu'au tournant gestionnaire, l'organisation du travail, c'était l'apanage des ingénieurs. Ingénieurs de conception, ingénieurs en organisation, ingénieurs d'atelier, ingénieurs de production. Une armée d'ingénieurs, c'est eux qui pensaient à l'organisation du travail. La gestion existait déjà, bien sûr. Mais elle avait un rôle qu'il faudrait redéfinir a posteriori, qui en gros cherchait à éviter le gâchis, à essayer de faire des économies. Mais là, c'est un tournant. C'est-à-dire qu'en fait, les ingénieurs ont perdu le pouvoir dans les entreprises. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'ingénieurs en organisation. Ils ont pratiquement disparu de toutes les entreprises. Et le pouvoir a été pris par les gestionnaires. Alors ça change tout. Parce que les ingénieurs, ils avaient une connaissance du travail quand même. Une connaissance du travail qui était au demeurant certainement discutable, puisqu'ils avaient un point de vue d'ingénieur sur le travail, pas un point de vue de travailleur. Mais enfin, ils connaissaient quelque chose à la matérialité du travail, et donc ça ouvrait quand même la
rapporte largement à des négociations avec les ingénieurs. Il y avait des modalités de négociation partout, au jour le jour. Quotidiennement, si on négociait l'organisation du travail avec des gens qui la connaissaient, parce qu'ils l'avaient conçue, et puis des gens qui étaient quand même, pour un certain nombre d'entre eux, surtout ceux qui étaient près du terrain, donc les ingénieurs de fabrication, les ingénieurs d'atelier, ils avaient une suffisante connaissance du travail pour savoir sur quoi il fallait faire des concessions. Il y avait un langage commun, enfin, pas si commun que ça, mais il y avait quand même une matière commune. Le langage n'était pas le même, justement, et c'est d'où un certain nombre de difficultés sur lesquelles on a travaillé beaucoup dans les années 70, 80, 90, notamment autour de ce qu'on appelait les sciences humaines de l'ingénieur. On avait donc pensé créer un département au séminaire sur les sciences humaines pour l'ingénieur, qui était trop polarisé sur le procès technique, mais pas sur toutes les dimensions humaines du travail, et donc comment faut-il le prendre en considération. Ça s'appelle toujours le facteur humain. Le facteur humain dans la production, dans la sécurité, dans la sûreté, etc. Donc l'autonomie gestionnaire, c'est un changement très radical, parce que les ingénieurs sont dehors, et ils n'existent plus, et ce sont des gestionnaires qui prescrivent, sauf qu'ils ne connaissent rien au travail. Ça, c'est un changement complet. On ne peut pas discuter du travail avec les gestionnaires, puisque leur formation, c'est pas seulement une ignorance malheureuse, c'est voulu. C'est-à-dire, on met en place un pouvoir qui ignore tout du travail, qui oppose un déni de connaissances sur le travail, justement parce que ça confère un avantage considérable dans la négociation. Il n'y a pas de négociation possible. La négociation ne peut porter que sur les objectifs et sur les résultats. Objectif, performance. Entre les deux, n'entre pas. Donc ça désarme considérablement les gens. Parce que si on peut négocier que les objectifs ou que les résultats, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et là, il n'y a plus d'interlocuteurs. C'est un vrai problème fondamental de toute la suite des coules de ça. C'est une transformation de l'organisation du travail, et donc, comme je vous ai dit comme ça très rapidement, que c'est volontaire. Oui, ça a été volontaire, je l'ai vu comment c'est passé par exemple à EDF, dans la maintenance des centrales nucléaires, comment on a un beau jour décidé que non seulement on enlevait les ingénieurs, mais on enlevait aussi tous ceux qui avaient un savoir technique. On les remisait, et d'ailleurs on les mettait à l'époque au placard. Ils étaient là, ils étaient payés à ne rien faire. On les remplaçait par des bacs plus 2 formés en gestion. À l'époque c'était bac plus 2, c'est dans les années 80, 90, à partir des années 90. Et ces gens qui sont bac plus 2 et formés en gestion ne peuvent pas discuter le travail. Mais ils sont là pour évaluer. Donc, c'était volontaire, de ça, on n'a pas de discussion possible. On a enlevé la parole, y compris aux techniciens supérieurs, des gens qui avaient l'expérience, qui donnaient. Donc c'est un processus qui est assez important, à prendre en considération. Les gens de métier deviennent des adversaires. Donc il faut les neutraliser. Alors, maintenant, ça a des incidences, le fonds gestionnaire, sur l'organisation du travail, dans lesquelles ces incidences, je pense qu'on peut aujourd'hui en retenir 4 principalement. C'est une description provisoire parce qu'elle évolue. Au début c'était une, et puis maintenant on en est à 4, je pense, dans la clinique, toujours en remontant à partir des malades. Qu'est-ce qui se révèle quand on fait l'analyse du processus qui conduit à la pathologie? On découvre du travail, des choses qu'on ne peut pas connaître si on n'est pas parti de cette expérience. Il y a une puissance révélatrice des maladies et des décompensations sur la réalité du travail, qu'on appelle typiquement le réel du travail. Alors, la première méthode, donc, ça a été cité par Paul-Jacques, c'est l'évaluation, mais moi j'insisterai beaucoup plus que lui, dans ce qu'il a fait, mais enfin il est vite, sur l'évaluation individuelle des performances. Là, c'est une véritable révolution. Il faut bien comprendre que l'évaluation individuelle des performances, je ne vais pas vous le développer, parce que je l'ai écrit partout, je l'ai raconté une fois, identifié en 2003, véritablement. L'évaluation individualisée des performances est vraiment une transformation en profondeur, parce que ce n'était pas possible avant.
l'idée d'évaluer individuellement les gens, c'est déjà chez Taylor, donc c'est pas nouveau. Mais arriver à le faire comme on le fait maintenant, vraiment individuellement, ça c'est une nouveauté qui a été rendue possible par un rendez-vous avec l'informatique. Les computers, même sur une chaîne de montage automobile, les mecs ils ont un ordinateur derrière eux dans lequel ils doivent rentrer itérativement des données sur leur propre activité. Donc l'ordinateur devient un mouchard, comme les pilotes, comme les navigants, c'est-à-dire on enregistre tout ce que vous faites, tout ce que vous ne faites pas, toutes vos erreurs, tout est enregistré. Et c'est individuel. Donc le résultat, c'est une transformation très très longue, je ne vais pas vous la raconter, mais c'est long à raconter, mais c'est extrêmement grave, parce que ça met effectivement maintenant les gens en concurrence les uns avec les autres. À tel point qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est évidemment associée, cette évaluation est évidemment en fait associée à un système de menaces, inévitablement. Si vous avez, en gros, si vous avez une bonne, en principe, hein, le principe vertueux, si vous avez la meilleure évaluation, vous serez évalué au mérite, et donc vous aurez une prime, vous aurez un avancement, des formations, etc. Mais en fait, ça veut dire dans l'ombre, si vous n'avez pas l'évaluation équivalente aux autres, enfin, dans ce cas-là, vous êtes prioritaire pour partir. Donc la menace, l'évaluation individualisée implique la pénétration d'un système de menaces nouveau, et les gens ont peur. Un, ils ont peur. Et deux, ils sont maintenant seuls. C'est chacun pour soi. Donc, le système progressivement conduit très vite. Je pense que progressivement, c'est pas vrai. C'est brutalement à la concurrence, jusqu'à la concurrence déloyale. C'est pas la saine émulation, comme on le sait idéologiquement. En réalité, c'est une concurrence qui très vite devient déloyale. Je vais vous dire le tableau, c'est le suivant, c'est que je n'ai pas intérêt à ce que mon collègue ait une bonne performance, c'est mauvais pour moi. Ça, c'est une situation totalement nouvelle. Donc les gens se tirent dans les pattes. Tous les coups sont permis, on fait de la rétention d'informations, on fait des tuyaux pourris, on fait courir des rumeurs, enfin bref. Donc les gens sont maintenant seuls dans un milieu hostile. Ils se méfient les uns des autres, la confiance disparaît, la méfiance prend sa place. Et progressivement, vous arrivez à des situations où vous avez des open space, par exemple à René-Billancourt, où vous avez des centaines d'ingénieurs, les mecs qui s'assoient les uns côté des autres, ils ne se parlent pas. Ils savent, moi je sais que lui c'est une planche pourrie, et lui il sait que je suis une planche. On ne se parle plus, on n'explique plus bonjour. Vous avez des détériorations très rapides. Voilà, donc l'évaluation est catastrophique. Dans l'ombre de l'exaltation de la performance individuelle, en réalité, on a cassé tous les ressorts de la coopération. Et donc, en réalité, dans l'ombre de la performance individuelle, il y a une destruction d'une source de valeur, dans le sens économique du terme. C'est-à-dire que la coopération est un élément clé de la production, de la qualité, de la productivité, de la compétitivité. Mais elle est détruite, la coopération n'existe plus. Je peux vous montrer que comme il n'y a plus de coopération, chacun est beaucoup plus en réalité. Je ne sais pas s'il faut ajouter ça. Comment ça on connaît, le fait que la coopération est une condition indispensable de l'efficacité. Mais quand il n'y a plus de coopération, ça devient tragique, parce que si j'ai besoin, on me demande un reporting dessus, j'ai besoin d'un renseignement, c'est Vincent qui l'a, je ne peux pas lui demander. Lui, il a tout intérêt à attendre pour vous faire perdre votre temps, c'est bon pour lui. Donc, on est dans une relation où je ne peux pas parler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie un mail. Il est juste à côté. Il ne va pas me répondre. Donc, pour être sûr qu'il répond, j'envoie à 40 personnes. Je me surcharge des trucs qui sont utilisés comme témoins. L'autre, maintenant il est coincé, il faut qu'il réponde, mais il faut qu'il donne la preuve qu'il a répondu, donc il renvoie à 40 personnes la preuve qu'il a donné le résultat. C'est deux cons pour filer du boulot à 40 personnes. Donc, vous voyez, en perte de productivité, c'est absolument monstrueux, c'est ça qui explique une bonne part de nos jours. On est couvert, vous aussi, je pense, c'est vrai, le truc, donc on ne sait pas. On ne sait pas s'il faut le lire ou pas. Parce qu'il y a toujours le risque que notre responsabilité soit impliquée par le mec en soi. Voilà le piège. Ça a des effets désastreux sur la santé mentale. Alors, il y a d'autres éléments. Je ne vais pas les développer. La qualité totale, qui est aussi une invention des gestionnaires, parce que comme ils ne connaissent pas le travail, ils ont été critiqués évidemment en long, large et en travers, notamment par les professionnels, les gens de métier.
Je dis non, la qualité, on la contrôle, on fait des points de contrôle. Ça s'appelle la qualité totale. La qualité totale est un contresens théorique. Il n'y a pas de qualité totale dans le travail. Ce qu'on apprend quand on fait du travail, c'est que la qualité totale, c'est un idéal. Mais dans la réalité, ça ne marche pas. La centrale nucléaire ne fait pas qualité totale. Même l'industrie automobile, sur laquelle on peut faire encore des enquêtes, j'en ai fait récemment, ça ne marche pas tout le temps. Toyota, qualité totale, c'est des millions de véhicules qu'il faut ramener, General Motors, qualité totale chez Elf, AZF Toulouse, puisqu'en fait on sous-traite, donc on ne pouvait pas contrôler. Voilà, vous avez compris. Donc en fait, les gens, la qualité totale a des gros inconvénients sur le plan de la santé mentale, c'est qu'en fait elle oblige tout le monde à mentir, c'est ce que c'est bien décrit, je pense, on est amenés tous, non seulement à tricher, mais à mentir. Il faut faire des trucs faux. On est tous impliqués dedans. Il y a des journaux internes, il y a des journaux externes, appelés communication, qui sont faits par des gens qui ne connaissent pas le travail, parce que c'est des spécialistes de la communication, et ils vous demandent d'apporter du mensonge pour produire le truc, pour que ça soit une belle image. Donc vous mentez, parce que c'est pas ça le vrai du travail. Le vrai du travail, pour moi, c'est ce qui ne marche pas. C'est là qu'on commence à travailler, c'est quand ça ne marche pas, ça marche. On a besoin de vous. Vous êtes un robot, mais c'est qu'il y a un truc, peut-être qu'il y a un truc qui ne marche pas. Je ne sais pas, il y a tout le temps des pannes, mais si on n'est pas là pour les c'est pareil dans c'est pareil dans les hôpitaux. Voilà, donc je passe. Troisième élément, c'est la normalisation. J'ai peur de trop. La normalisation, c'est un truc absolument fondamental. La normalisation, c'est une invention des gestionnaires. Toutes ces méthodes, c'est important, elles sont toujours promues au nom de la justice. Si vous avez une évaluation individualisée des performances avec des méthodes quantitatives, objectives, par mesurage, les gens pensent que c'est la vérité quand c'est plus juste. Or, c'est surtout que c'est faux. Parce que pour un certain nombre de raisons, on ne peut pas mesurer le travail. C'est bien que vous avez payé, mais on ne peut pas mesurer le travail. Ça ne se mesure pas. Le travail ne sera jamais mesurable. Ce qu'on mesure, alors on mesure des trucs, et ce n'est pas le travail. Dans le meilleur des cas, c'est le résultat du travail. Et le résultat du travail n'a aucune proportionnalité avec le travail. Si je prends des malades difficiles, j'ai forcément des résultats moins bons que si je prends des malades faciles. Et alors, le même problème dans la police, c'est là qu'on demande l'exaltation des trucs. Les mecs, ben, finalement, ils arrêtent les gens sur la voie publique, il y a toujours un permis de conduire qui monte, un truc, un rétroviseur, tac, 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 vous faites des bâtons. Mais c'est pas comme ça qu'on arrête les bandits. Si vous voulez faire de la prévention du trafic de drogue, il faut rater quand même. Ça rate une planque. Si vous perdez 7 heures, les mecs vous échappent. Il faut rater une fois, 2 fois, la 4e fois, vous les attraperez. Donc l'échec, il fait partie du travail. Mais il n'y a pas de proportionnalité entre le résultat. Le truc quantitatif objectif est faux. C'est pour ça que les gens vont pas bien. La qualité totale, c'est la même chose. C'est faux. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de qualité totale. Donc, si la qualité totale est la condition sine qua non de mise sur le marché, pour avoir la certification ISO et tout le monde, non. Il y a des gens pour qui mentir sur son travail pose problème. On n'a pas envie. Parce que le travail est lié à un ethos professionnel qui est contradictoire avec ça. La normalisation, c'est l'idée que ce qui serait juste, c'est que tous les gens dans ce pays puissent bénéficier des mêmes prestations qu'ils habitent en Bretagne, ou qu'ils soient en Alsace, ou dans le fond, en Massif central, tout le monde a la même chose. L'idée, vraiment, c'est navrant de conneries, si vous voulez, sauf que c'est absolument dominant. Je pense qu'il faut que les modes opératoires soient les mêmes pour tout le monde. Donc il y a des normes. Si vous voulez, par exemple, en médecine, on fait des conférences de consensus, on en tire ce qu'on appelle un guide de bonne conduite. Donc une anorexie mentale, vous avez un protocole. Voilà comment on doit soigner une. Que ce soit à Brest ou à Strasbourg, vous devez faire ça. C'est un contre. Alors, voilà, ça, ce serait la justice. C'est complètement idiot. Le problème, c'est que c'est idiot, c'est complètement fou. Dès qu'on est médecin, on se rend compte que si je soigne deux diabétiques, il n'y a aucune raison que je leur donne le même traitement. Si je prends un jeune homme qui vient d'avoir un diabète à 18 ans et qui a fait un peu d'études, il va comprendre comment ça marche. De toute façon, vous prescrivez de l'insuline, parce que c'est facile de prescrire. Insuline, régime alimentaire, sport, surveillance des urines, surveillance de la glycémie au doigt, et vous dites ça. Qu'est-ce qu'il a compris? Si vous avez un gars jeune, intelligent, il comprend,
éventuellement il va en faire quelque chose. Si vous arrivez avec un arabe qui ne comprend pas le français, là, il va le faire mal. Donc il faut changer votre protocole, il faut essayer de se faire comprendre. Et tant pis s'il ne comprend pas tout, mais au moins comprendre l'essentiel. Une relation de service, parce que c'est une relation de service qu'il s'agit, c'est toujours personnalisé avec le bénéficiaire. Il n'y a aucune raison qu'on donne le même service à des gens différents. C'est un problème de fond de l'économie d'aujourd'hui, puisque le principal gisement de main-d'œuvre, c'est les activités de service. Il n'y a aucune raison qu'on donne le même service à tout le monde, justement. C'est complètement idiot. La standardisation, la normalisation est un contresens vis-à-vis de la connaissance du travail. Sauf si tu normalises les gens. Oui, mais voilà. Ils peuvent avoir l'illusion. Ils vont avoir les mêmes goûts, les mêmes comportements, les noms. Au traitement du diabète, je n'ai pas du tout envie d'avoir le même traitement que l'autre, et ça ne marchera jamais, et mon traitement en psychiatrie, quand je pas le même que l'autre, c'est pas vrai, on n'est pas du tout dans les services, c'est pas du tout ça. Quand vous allez voir un vendeur, même un vendeur en supermarché, sur par exemple un magasin d'outillage, vous avez besoin de parler avec le vendeur. Si c'est un vrai vendeur qui fait bien son boulot, son problème, il va essayer de comprendre non seulement ce dont vous avez besoin, mais ce dont vous êtes capable. Vous ne vendez pas n'importe quel instrument à un mec, vous essayez de voir s'il sait bricoler ou s'il ne sait pas bricoler. Il ne faut pas lui donner une machine avec laquelle il va se couper. Sinon, c'est un mauvais service. J'ai travaillé là-dessus sur le roi Merlin, à l'époque c'était formidable, parce que vous vous rendez compte de la relation. La relation de service suppose qu'on soit capable de mettre en place cette fois-ci une autre forme de coopération, qui n'est plus la coopération horizontale entre les gens de l'équipe, c'est la coopération avec le destinataire. Il faut que le bénéficiaire, vous réussissiez à le mettre au travail avec vous, parce que la qualité du service dépend de l'implication du bénéficiaire dans le travail que vous faites. Si on prend l'urbanisme, c'est la même chose. Vous faites une ville nouvelle, j'ai travaillé dessus récemment. Monter une ville nouvelle, ça se fait avec les élus, avec les collectivités territoriales, avec les associations, parce que c'est eux qui vont l'utiliser. Donc, il n'y a pas de raison de faire deux fois la même ville. C'est con cette standardisation. C'est un contresens. Et le résultat, c'est que vous avez par exemple le médecin, parce que la normalisation par ailleurs, ça transforme le service en une marchandise, alors que ça engage votre destin. Le service relève de la catégorie de l'action moralement juste de la pratique. Il ne relève pas de la seule poésie, de la seule production. Il relève d'une action qui engage le destin. Alors, là, il y a un problème majeur, c'est que vous avez votre conscience, dans votre âme de conscience, ou votre intime conviction, c'est avec patient, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Propager, compte tenu de son âge, de son sexe, de son origine, de ses trucs, de ses traditions familiales, de son milieu. Je vais négocier un compromis là. Mais quand vous normalisez, et que tout le monde pense que c'est vraiment j'ai droit à une certaine qualité du truc. Donc ça déclenche inévitablement la judiciarisation du tout. Vous avez le droit de plaindre. Ensuite vous allez vous retourner contre le praticien, contre le prestataire de service, et vous gagnez toujours. Vous êtes toujours en tort. L'inflation des procès contre les médecins, contre les obstétriciens, les sages-femmes, il y a des métiers, ça devient impossible. On n'arrive même plus à les faire. Anesthésistes, des métiers horriblement dangereux. Vous êtes attaqué tout le temps, si vous voulez. Comme pour d'autres raisons, je pourrais vous montrer que si vous prescrivez une procédure, le mec qui travaille bien ne respecte pas la procédure, puisqu'on ne respecte jamais les prescriptions. Il y a toujours un décalage entre ce travail prescrit et les gens ne font pas ce qui est prescrit. Non pas par plaisir de tricher, mais parce que si vous faites ce qu'on vous dit, ça s'appelle la grève du zèle. Ça tombe en panne. Donc il faut adapter le machin. Donc vous avez toujours la preuve que le mec, il y a toujours un clampin qui va se reprendre. Et selon sa place dans la hiérarchie, c'est lui qui va prendre. En général, chez les sages-femmes, c'est la plus jeune arrivée, il y a un pépin, paf, c'est elle. C'est sûr que c'est elle qui va être nouvelle. Les autres vont se planquer. Et là, ça combine. Vous avez une ambiance qui sont des périodes aussi dans la formation, des ambiances aussi, j'ai compris à peu près l'histoire. Le médecin, il se retrouve avec son machin, il a peur du procès, alors qu'est-ce qu'il fait? Il tape sur son clavier, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et le clavier lui donne la procédure sur telle maladie. Lui, il pense le contraire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rien du tout. Si il y en a marre qui dit ça a mal tourné, il essaie d'évaluer le côté procédurier du patient. Il dit beaucoup de choses qui est écrit. Je pense le contraire, beaucoup de choses qui est écrit, parce que je suis couvert. Donc, mais les médecins viennent pas vrai.
psychiquement c'est insupportable, ça casser le métier, casser le plaisir du métier, casser le sens du métier. Les gens ont mal. Et il y a un problème majeur maintenant, il faut trouver dans les hôpitaux, c'est absolument terrifiant. Je pourrais vous donner des descriptions, c'est hallucinant ce qui se passe aujourd'hui. À cause de la normalisation. Il y a un livre qu'il faut lire, qui est un livre de Julien Pinel, qui s'appelle Art médical et normalisation du soin, qui reprend ça de façon, qui reprend tous les textes originaires qui ont donné naissance à cette culture de la normalisation. Lui, il a analysé plutôt du point de vue philosophique, c'est un médecin, il était chef de clinique en société, mais il est aussi philosophe, et donc c'est une analyse avec donc c'est une analyse plutôt philosophique. Mais l'analyse du point de vue du travail, c'est un contresens du point de vue du travail. L'évaluation du délai de performance, qualité totale, normalisation et la précarisation. La précarisation est un élément clé, je ne vous le détaille pas, notamment le recours à la sous-traitance, mais aussi l'intérim, le travail en plage horaire, la corvéabilité, etc. Donc tout ça aboutit effectivement à ce que Vincent disait, c'est-à-dire de l'NPM, le New Public Management, qui est un véritable désastre. Donc je le connais pas, parce que c'est déjà. Alors, il y avait une deuxième question qui portait sur la responsabilité du politique. Bref. Donc, premier point, puisqu'on a les lois Macron à l'économie en ce moment, la responsabilité politique est énorme, notamment vis-à-vis du droit du travail. Là, il y a un vrai problème de fond, on attaque des choses qui sont essentielles dans les possibilités de recours et de protection. C'est pas un détail, je ne vous détaille pas, mais il y avait. Voilà, c'est compliqué. Il faut en parler dans le détail. Il est très important de discuter le fait que l'explosion des pathologies mentales oblige le droit à se renouveler. Avant, tout le droit du travail est fondé sur la protection des corps contre les maladies professionnelles, dans les accidents du travail en 1898, 1919, c'est les lois sur les maladies professionnelles, les tableaux, etc. Le droit ne sait pas penser la question de la protection de la santé mentale. Donc on est en pleine innovation. Et il y a des innovations très importantes, j'y reviendrai après, il y a même des jurisprudences. Et alors, il est clair que le patronat, le MEDEF, mais également l'État, parce que c'est quand même là, ils sont vraiment la main dans la main, ils veulent se débarrasser. Ils veulent affaiblir le pouvoir de justice sur l'entreprise. Parce que là, ça commence à devenir merdant. Si les juristes s'en mêlent, ça devient très embêtant. Et il y a des précédents. Et chaque histoire, chaque jurisprudence qui apparaît par la place a des conséquences sur le. Là, je peux vous dire, elles sont étudiées par le MEDEF avec un soin terrible. Et là, ils ne lâchent pas. Ils sont très, très organisés pour essayer de combattre. Donc, il y a un chapitre sur ça qui, pour nous, est très important parce que ça a des incidences majeures sur la santé mentale. Pas seulement sur la santé mentale. Deuxième point, deuxième responsabilité politique, je pense, je suis désolé de l'arrêter, c'est monté un peu ridicule. C'est le lobby des consultants, en tant qu'il est soutenu par l'État, notamment sur cette question de santé mentale, où sont montés des tas d'officines, exactement pour faire ce qu'il faut, mais qui, aujourd'hui, comme c'est un marché très, très, très important, il y a énormément de consultants, énormément de cabinets qui se sont lancés sur ce marché de la santé mentale au travail. Et alors, comme ils sont trop nombreux, ils ont décidé qu'ils allaient essayer de contrôler la concurrence. Et ils ont trouvé un biais facile avec notre préféré, ancien directeur général du travail, son nom m'échappe, qui est sorti du ministère du Travail pour aller faire... Comment Excel Grand ami contre Excel, qui vraiment est un champion, lui, il a donc maintenant, c'est le ministère du Travail qui donne l'habilitation aux cabinets qui sont autorisés à faire des interventions dans l'entreprise. C'est un ramassis validé par le gouvernement, qui font le contraire de ce qu'il faut.
Et c'est extrêmement puissant. Attention, ils sont extrêmement puissants. Parce que, comme ils font le contraire de ce qu'il faut, ils évitent toujours d'aborder les questions de l'organisation du travail. On reste plutôt à des gestions individuelles du stress, c'est ça la tactique, c'est-à-dire que c'est votre responsabilité individuelle. Et que donc ce qu'il faut, c'est, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous manquez, comme ça, apprendre à respirer. Relaxation. Yoga. C'est ça qui prône. Voilà. Les questions anti-stress. Voilà. On donne des trucs. Voilà. Mais c'est toujours un degré, il ne faut pas entrer sur la question de l'organisation du travail. Et donc c'est très puissant, puisqu'il y a des lois, parce que c'est complètement lié à la loi. Il y a une loi qui a été passée il y a quelques années, qui s'appelle la loi d'obligation de sécurité de résultat. C'est une loi extrêmement exigeante dans le droit du travail. Le patron est responsable, pas seulement. C'est pas une responsabilité de moyens. C'est beaucoup de choses. C'est une obligation de résultat. Donc si vous avez un suicide, vous êtes responsable. Alors, parmi les choses dont ils sont responsables, il faut qu'ils montrent qu'ils ont fait des investigations et qu'ils sont attentifs à la santé mentale au travail. Donc il faut des enquêtes, des machins. C'est tous ces cabinets qui font ça. Donc, leur sortent les machins. Et comme ils sont habilités et qu'ils ont des réputations d'autant plus importantes que voilà, ils obtiennent beaucoup d'argent, un stimulus, eh bien, il vous donne une version qui convient et qui touche absolument pas au problème de fond. Et comme ça, le patron est garanti puisqu'il a fait ce qu'il fallait. Regardez, j'ai dépensé de l'argent, qui est une manière encore d'aggraver les trucs, et qu'on n'arrive pas. Il noie le poisson, si vous voulez, et donc la responsabilité de l'État est majeure. Troisième point, c'est le refus de l'État de soutenir le réseau souffrance-travail. Un réseau souffrance-travail, c'est des consultations qui sont maintenant en toute la France, qui reposent pratiquement sur le volontariat de cliniciens, médecins du travail, un certain nombre de médecins inspecteurs du travail, des inspecteurs du travail cette fois-ci, et des juristes. Donc c'est un travail pluridisciplinaire. Ces consultations sont des lieux magnifiques pour recueillir des données, mais aussi pour faire de la recherche et pour faire de l'expérimentation. Bon, tout ça n'est pas soutenu par l'État. J'avais fait des recommandations. J'ai été nommé à une commission sur la prévention de la question de la violence dans le travail, de la question de la santé au travail. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu 5 plans sur le cancer, sur les maladies orphelines, il y avait ça, les vieux, il y avait santé mentale, et donc sur la santé mentale, il y avait le travail. Il y avait une commission santé mentale travail. J'avais fait la recommandation qu'il fallait soutenir ce truc-là, à la fois parce que c'est un lieu de recherche, mais c'est un lieu de clinique, c'est un lieu de pratique, c'est un lieu de recueil. Et donc ces gens travaillent quasi bénévolement, sans soutien institutionnel, et c'est une perte de... Et cela, ce serait un contre-pouvoir très important par rapport à tous ces consultants, et des gens qui sont quand même très motivés, qui articulent quand même très bien la clinique et le droit, donc qui protègent les gens avec des choses assez intéressantes, et puis qui... Quatrième responsabilité, moi j'en fais une responsabilité, c'est la référence à l'emploi et pas au travail. Comme Vincent m'a dit, vous êtes d'accord. Si on pense en termes d'emploi, c'est clair que c'est le marché de l'emploi, donc il faut réduire le taux de l'emploi et ça aggrave les choses. On ne pense jamais en termes de travail. Et si vous parlez en termes d'emploi, vous aggravez le rapport au travail. C'est inévitable. Il faut au contraire passer par le travail pour réouvrir la question de l'emploi. Là, ça suppose de mobiliser pas mal de connaissances, pas mal de choses, mais c'est tout à fait faisable. Donc il y a l'opposition, à chaque fois qu'on parle de toute la question du travail a disparu avec les gestions. On parlait du travail. Et les écoles, on a beaucoup parlé du travail, notamment après la guerre. C'était vraiment, on parle même de civilisation du travail, tous les travaux de Simon, toutes les publications de Simon, il y a eu des périodes. Et puis il y a eu la période d'après 68. Le rapport Sudreau, le développement, la restructuration des tâches industrielles, la multivalence, les groupes semi-autonomes, tout ça, ça a été lancé. Et dans le mouvement ouvrier, il y a eu des pays comme en Italie où c'était un sujet de débat public permanent. C'était surtout quand même les pays où ça a le plus débattu, c'était là. Au moment de ça, après 68, après les bombardements, c'est la France, l'Italie, la Suède,
Volvo, je ne sais pas si vous vous souvenez, les exploitations Volvo, Berlier, etc., en France et tout ça, des sommes monstrueuses qui ont été déversées par les entreprises, mais aussi par l'État, pour essayer de trouver des alternatives à l'organisation du travail qui était dénoncée en 68. Donc, il y a des périodes, on a parlé, c'est fini, je ne peux plus parler de travail parce que les gens n'ont même plus le vocabulaire pour le mot de travail. Un des points qu'a déjà signalé Vincent, pour moi c'est un point capital, c'est la disparition. Il dit, on enseigne la gestion, ça sert l'idéologie. Oui, bien sûr. C'est pas seulement ça. On a fait disparaître les sciences du travail, de l'enseignement, dans toutes les grandes écoles. Sans exception. Aujourd'hui, dans une école d'ingénieurs comme Polytechnique, vous n'apprenez plus le travail. Les ingénieurs qui sortent ne sont pas des ingénieurs. C'est un mot qui est resté. En réalité, les meilleurs de Polytechnique, ils se retrouvent chez Goldman Sachs. Ils deviennent banquiers. Ce n'est pas du tout des gens qui connaissent le travail. Donc là, il y a une responsabilité majeure. Il y a une désertification de la connaissance sur le travail. De sorte qu'on ne peut pas négocier. Aujourd'hui, c'est un des problèmes. Vous voyez, il est coincé parce qu'il n'y a personne en face pour discuter. On ne peut pas transformer. Vous comprenez? C'est un problème. C'est un des verrous fondamentaux, c'est de réintroduire, la nécessité absolue de réintroduire les sciences du travail dans l'enseignement. Ces écoles de commerce, ces écoles d'ingénieurs, etc., fabriquent des gestionnaires, ne fabriquent pas des gens capables de négocier le travail. Bon. C'est la même chose à l'ENA, bien sûr, qui est la caricature du truc, et l'ENM, l'École nationale d'administration, c'est pareil, ils n'ont pas d'enseignement sur le travail. Alors, il y a tous les droits du travail, il y a tous les conseils du programme, ils veulent leur cours, mais surtout ne pas leur apprendre, donc ils n'apprennent pas le travail. Et si vous avez appris le travail, vous ne jugez pas de la même façon, vous n'évaluez pas les dossiers de la même façon. L'avocat qui a été formé à l'analyse du travail, il fait une enquête complètement différente. Donc il faut, dans le droit, notamment dans les grandes écoles, et le NEM, c'est absolument fondamental. Voilà. Et puis, dernier point, mais c'est un peu un corollaire d'un des points précédents, mais je pense qu'il faut le développer en tant que tel, séparé, c'est l'absence de politique publique en matière d'organisation du travail. L'organisation du travail n'existe pas dans la pensée politique. N'existe pas. Or, l'organisation du travail est un problème politique à part entière. Non réductible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est le nouveau ouvrier en porte une responsabilité majeure, hein. Le nouveau ouvrier, il disait, les ouvriers pour constituer une masse et un rapport de force, mais ensuite il faut renverser. Une fois qu'on aura des gens bien de chez nous à la tête, eh ben, on aura réglé le problème. Pas du tout. Pas du tout. Vous renversez les mecs et vous mettez d'autres à la place, ils ne font pas. S'ils n'ont pas d'autres idées sur le travail, ils refont la même chose. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Ça a commencé avec Lénine et Taylor, et c'est un vrai problème, et ça continue. C'est-à-dire qu'en même temps, l'ouvrier a une responsabilité parce qu'il n'a jamais pris en considération l'organisation du travail comme un problème à part entière. Il a toujours été délégué aux scientifiques. C'est la justice. Ça, c'est une erreur politique du mouvement ouvrier, et c'est un problème majeur pour nous. On n'a pas de politique de l'organisation du travail. Il faut penser à partir de l'organisation du travail, en raison de la centralité du travail que cité Langlois tout à l'heure. Ce qu'on apprend au travail aujourd'hui, c'est le pire, c'est-à-dire à être déloyal, on apprend à utiliser les gens d'une manière absolument dégueulasse, on apprend à apporter son concours à des actes que moralement on réprouve, mentir, fouler des causes, laisser un mec se faire persécuter sans venir à son secours, plus d'entraide, plus rien. On fait des choses que moralement on réprouve. L'entreprise peut vous apprendre le pire, mais elle peut vous apprendre le meilleur. C'est pour ça que c'est un problème politique. L'organisation du travail. On peut apprendre justement l'inverse, la coopération. L'inverse, c'est la coopération. Pour un certain nombre de raisons, la coopération, c'est un creuset dans lequel je peux vous montrer que ça ne peut marcher que si se développe un certain exercice de la démocratie à l'intérieur de l'entreprise. C'est long à vous expliquer, mais c'est fondamental. Parce que pour pouvoir coopérer, il faut se parler. Il faut se parler, il faut se comprendre. Il faut connaître la façon dont l'autre travaille. Chacun de nous triche avec les consignes. Parce que si chacun se met à tricher avec son intelligence à soi, ça va mal se terminer. Dans une équipe infirmière, si toutes les infirmières se mettent à tricher chacune de sa façon, ça va se terminer par la mort du malade. Donc il faut se mettre ensemble. Et c'est pas si facile que ça. Alors on retrouve le même problème que vous connaissez bien, je pense. Il y a un travail prescrit au niveau individuel qu'on appelle la tâche. Les gens ne le font jamais.
il réajuste, il triche, ce que j'appelle l'activité. Tâche, activité. Dans le niveau collectif, la prescription, ça s'appelle coordination. C'est donner les ordres sur la séparation des tâches, c'est tout le système hiérarchique, de commandement, de surveillance. C'est pas seulement un truc technique, c'est également un truc humain, social. Les gens ne respectent pas la coordination. Et cette fois-ci, il faut réorganiser ensemble. C'est ce qu'on appelle la coopération. Alors la coopération, pour la construire, eh bien, il faut mobiliser chez les gens une intelligence au pluriel qui est extrêmement intéressante, qui repose sur les espaces de délibération à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, il y a, et autrefois, dans l'entreprise, on apprenait la solidarité. Parce que la coopération, pour un certain nombre de raisons, repose sur la formation, la production de règles de travail, lesquelles règles de travail sont toujours à la fois techniques, c'est-à-dire visant l'efficacité, et en même temps, c'est des règles de vivre ensemble. Toujours. Toute règle de travail est une règle qui vise la rationalité instrumentale, mais qui en même temps vise... Parce qu'on cherche le compromis, le moins mauvais ou le meilleur pour que tout le monde trouve sa place. Le vieux comme le jeune, la femme comme le mec. Parce que les hommes et les femmes, ils n'ont pas le même rapport avec le travail, et donc il faut négocier un compromis, c'est ça qu'on appelle la coopération. Et donc, la coopération, c'est un gisement fondamental d'exercice, d'apprentissage du meilleur, de la solidarité, de l'entraide, du respect de l'autre, du savoir-vivre et du vivre ensemble. Et d'une certaine manière, c'est l'apprentissage de la démocratie. Donc l'entreprise, elle peut produire le meilleur. C'est ça qu'il faut... Voilà, parce qu'il y a une promesse dans le travail. Elle a existé, hein. Elle a quand même marché pendant un certain temps. Cette promesse. Il y avait une promesse d'émancipation dans le travail. Elle est perdue. On ne la voit plus. Personne ne peut plus revendiquer ça sans état d'âme. On est très très gêné. Pas l'impression que le travail soit vraiment une nécessité. Mais c'est une chance pour l'accomplissement de soi et pour l'émancipation. Là maintenant on a perdu. Mais c'est une faute. C'est très embêtant de dire ça, mais en même temps c'est une chance. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes impliqués là-dedans qu'on peut faire autrement. C'est pas une fatalité, c'est pas le système économique. Là, il faut bien comprendre que le système économique, il est soutenu par une idéologie, et je pense que c'est important de tenir compte de ça. L'idéologie néolibérale, c'est un truc assez compliqué, qu'on commence, moi en tout cas, moi qui suis chercheur, je découvre ce que c'est que l'idéologie néolibérale. Ça s'appelle la morale néolibérale. Elle a été construite très savamment. La pensée néolibérale, bon, j'aimerais le connaître mieux, mais enfin, c'est entre les deux guerres. Mais la morale néolibérale a été l'objet d'un travail extrêmement approfondi avec des économistes, avec beaucoup de philosophes, des mecs incroyables qui ont participé en France, en Suisse, surtout en Autriche, mais ils ont beaucoup travaillé sur la morale. Vous avez très bien compris que le système ne passerait pas s'il n'était pas soutenu par une morale, ce qu'ils appellent la morale. Et j'ai une thèse qui est en train de sortir là-dessus, en Suisse, qui s'appelle Louise Billard, qui est une philosophe, mais c'est très intéressant, parce que là, on se rend compte que, voilà, il y a un système idéologique quand même qui est vachement sophistiqué, quand même très habile. Donc, c'est important cette idéologie parce que dans son argumentation, il y a l'économicisme. C'est comme ça. C'est la relation, c'est la guerre économique. Mais c'est des métaphores, il n'y a pas une guerre économique, il y a une guerre. Chercheur, ça ne marche pas. La concurrence économique, c'est pas une guerre, c'est pas une chose. Mais si c'est la guerre, vous pouvez dire si c'est la guerre, alors à ce moment-là, tous les moyens sont permis. Donc, vous voyez, c'est tout un tas de choses comme ça qui sont contenues là-dedans. Et après, il y avait une autre question que vous avez soulevée, la question de mettre l'organisation du travail sur le tapis comme un problème politique. C'est grave. C'est l'enjeu, c'est quand même, à travers la coopération, le renouvellement de la démocratie. Et la centralité du travail, ça veut dire qu'il n'y a pas de neutralité. Ou vous apprenez le pire, ou vous apprenez le meilleur. L'entreprise ne peut pas être neutre vis-à-vis de cette question. Aujourd'hui, c'est clair, ils ont très bien, ils mènent très bien leur barque, et ils nous apprennent le pire. Quand on apprend à se conduire de la façon la pire dans l'entreprise, évidemment, on devient un salaud aussi à l'extérieur. Donc il y a une déstructuration de la cité, de la civilité, dont l'origine fondamentale, c'est le travail, parce que le travail, l'entreprise, c'est le lieu d'expérimentation des nouvelles méthodes de domination. Tous ces éléments que je vous donnais tout à l'heure sur le tournant gestionnaire, si on reprend maintenant en termes politiques, c'est un progrès considérable dans la domination.
C'est une nouvelle technique de mesure, vachement puissante, elle marche vachement bien. Parce qu'elle passe. Alors moi, je crois que c'est pas seulement qu'on adhère, c'est qu'on est pris, en fait, que chacun est l'ennemi de l'autre. Et du coup, ça y est, c'est parti. La méfiance est partout, et les gens, et c'est vrai partout. Vous montez dans la hiérarchie des entreprises, les gens se surveillent, les cadres se surveillent, les cadres de direction se surveillent, et ils ont raison. Dans le cadre dans la banque, ils ont intérêt, parce qu'on les loupera pas. Quand il y a 1,5 million euros de bonus à la clé, les mecs ils vous font toutes les vacheries pour récupérer le truc. Et il faut voir ce que c'est. Donc on se surveille constamment. On peut y apprendre depuis, on peut y apprendre le meilleur. Et donc c'est un enjeu majeur que d'habiliter l'organisation du travail comme un problème politique non réductible au socialisme, à tout ce que vous avez des grandes thématiques. Non. Vous changez les politiques. Si vous ne changez pas l'organisation du travail à l'intérieur, si vous ne pensez pas l'organisation du travail, vous reproduisez les mêmes phénomènes et vous reproduisez la même société. C'est ça la centralité politique du travail. Et est-ce que du coup, excusez-moi de vous couper, vous parlez on a compris, du développement de l'individualisme dans l'entreprise et la nécessité pour les ouvriers, les salariés de se réapproprier en fait l'outil, de développer la coopération. Est-ce que par exemple les nouvelles formes de sociétés comme les sociétés coopératives, ça peut être un outil à développer, une piste à explorer? Oui, je pense que ça fait partie des expérimentations. Alors, elles ne sont pas toutes équivalentes, bien sûr, mais il y en a là-dedans, il y a effectivement des expériences nouvelles. Et de même que il y a quelques entreprises où il y a encore du vivre ensemble. Pour nous, c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi ça marche encore. Et comment ça marche. Il ne faut pas seulement une théorie du malheur pour faire la transformation, il faut une théorie du bonheur au travail, une théorie de à quelles conditions le travail peut-il s'inscrire comme médiateur, 1, dans la construction de la santé au niveau individuel, et 2, comme médiateur de l'émancipation, de l'accomplissement de soi au niveau individuel et de l'émancipation collective. Si vous n'avez pas une idée du plaisir au travail, vous ne pouvez pas avoir une action rationnelle. Vous ne faites que de la dénonciation. Et c'est l'impasse actuelle. On n'a pas d'idée sur un métier. Il y en a dans les coopératives, et il y a quelques entreprises qui sauvent les choses. Moi je le sais parce que ce sont des entreprises qui ont un trésor, ils s'en rendent compte, et donc vont passer sous le rouleau compresseur des accréditations, c'est-à-dire toutes ces histoires d'évaluation, et ils savent que quand ils vont passer, ça va être fini. Et donc ils me demandent de venir pour les aider à lutter contre les évaluations. Donc, si on a des... Alors c'est ça qui est très important, c'est quand on outille les gens pour résister aux évaluations, ça marche très bien. Les lecteurs s'effondrent tout de suite, parce que tout de suite, il faut savoir poser des questions et ne pas lâcher. Non. Pour votre évaluation, comment vous tenez compte de ça? Non, répondez. Alors là, vous coincez il s'effondre tout de suite. Et donc, c'est important parce qu'il lâche. C'est des petits grands papiers, ces mecs-là. Parce qu'ils sont habilités à évaluer, mais en fait, ils ne savent pas ce qu'ils évaluent. Ils ont des procédures. Voilà, ils appliquent des procédures. Ils savent pas du tout. Donc, on les coincer, ça marche très bien. Ce n'est pas un coup. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont entendu, les gens qui connaissent le travail sont capables de l'expliquer, de le défendre, et en général, ça marche. Donc, je sais qu'il y a des moments comme ça. Voilà, alors, après, je vous en parlerai. Je pourrais vous en dire un mot. J'ai des expérimentations. Il y a ce qu'on appelle les entreprises bienveillantes. C'est un mot qui vaut stylo. Il y a des entreprises dans lesquelles vous avez des patrons qui sont très préoccupés de la santé de leurs salariés. Alors, c'est quelles entreprises? Ce n'est pas toutes les entreprises, à mon avis. Celles qui sont principalement impliquées là-dedans, c'est des entreprises qui ont un cycle de travail long. Par exemple, l'entreprise d'aménagement du territoire dans laquelle je travaille, un projet de ville nouvelle ou d'aménagement du territoire, c'est 10 ans. Si vous avez compris ce que je dis sur la relation de service, le mec qui est chef de projet, c'est chef de travaux, les responsables fonciers, les services juridiques, tous ces gens-là, ils sont en relation avec les collectivités territoriales. Et l'avancée du projet, elle dépend de la relation de confiance. C'est ça la relation de service. La relation de confiance entre les employés et ceux qui produisent et qui vont commander. Donc quand vous avez établi ça, vous n'avez pas intérêt à ce qu'ils changent. Il faut qu'ils restent en place. Dans 10 ans, il faut qu'ils soient en bonne santé, il faut qu'ils aiment leur boulot, il faut qu'ils aient toujours la passion. Alors eux, pour des raisons de santé, ils viennent nous voir. Et donc j'ai fait des expérimentations dans plusieurs entreprises depuis quelques années. C'est bouleversant. On est capable. Il faut changer, il faut lâcher sur les évaluations individualisées, il faut
commencer à penser l'évaluation du travail collectif, de la coopération, laquelle évaluation n'est pas une évaluation quantitative, suppose donc de développer de nouvelles aptitudes des gens à rendre compte de la coopération. Quand ils font, et à ce moment-là, l'évaluation devient un instrument de montée en compétence de l'entreprise. Parce que plus ils en parlent, plus ils comprennent le truc, et meilleurs ils deviennent. Et du coup, ces entreprises deviennent plus compétitives, parce qu'ils gagnent en coopération, je peux pas, en termes d'économie, de temps, en termes de gain de productivité, c'est moi-même, j'en suis étonné, quoi. Bon, on C'est bouleversant. le vérifie, ça. Oui, j'ai vérifié, j'ai oublié. Hein. Oui, il y a des résultats. J'ai oublié, c'est fait. Dedans, pas non plus. Et les critères? Ah oui, Non, d'accord. Comment Les critères de la bienveillance. Ah non, c'est pas des critères de bienveillance, non. Non, mais bon, non, à quoi vous reconnaissez une entreprise bienveillante? Ah non, non, ça je peux pas vous dire, c'est des gens qui viennent demander. Si vous voulez. Donc, ce qui est assez nouveau, c'est que c'est des patrons qui viennent au labo. Ça n'existait pas avant, jamais. On serait déplacé pour venir au labo demander à ce que vous prennent nous aider. Donc ça reste ponctuel, c'est des entreprises comme ça. Bon, après ça se sait. Et là, mais ça reste extrêmement ponctuel parce que comme ça n'est relayé par aucune politique publique, ça reste inconnu. Voilà, c'est un peu comme les coopératives. Il y a aussi des choses, il y en a un certain nombre d'entreprises coopératives assez intéressantes. À mon avis, ils ont, à leur façon, par un chemin un petit peu différent, ils ont inventé des choses qui relèvent justement de la coopération. C'est un critère de lecture. C'est la question de la coopération qui est l'élément central, parce que la coopération, c'est le vivre ensemble. C'est là que vous voyez. Et alors, quelles sont ces entreprises? C'est des petites et moyennes entreprises, c'est pas les grandes. C'est celles-là qui viennent nous voir, c'est des entreprises à taille, on peut le faire en quelques années, si vous voulez, ou transformer. Est-ce qu'on fait du coup appliquer ce modèle-là à plus grand? Oui, moi je pense que c'est. Si c'était soutenu par la politique publique, demain, tout le monde se met à faire. Attention. Derrière tout ça, c'est là-dessus, généralement ça coince, il n'y a qu'une seule entreprise pour l'instant où j'ai réussi à aller jusqu'au bout, c'est que quand vous avez compris ça, vous êtes obligé de changer de modèle économique. Bien sûr. Parce que le modèle ne marche pas. Tous ces éléments ne sont pas comptabilisés dans la comptabilité analytique. C'est impossible, puisque il faut. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Bon, vous voyez Christian Dicker, vous l'avez invité, non? je ne sais pas, parce qu'il y en a Vous êtes spécialiste, hein, un économiste, c'est ça, avec qui je travaille, on a des interventions ensemble dans les entreprises, et c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un autre modèle d'entreprise, qui, par exemple, sur le capital, c'est un élément clé, c'est beaucoup dans les tâches de service, c'est là que c'est encore plus important dans les tâches industrielles, c'est l'importance des investissements immatériels. L'investissement immatériel, c'est l'investissement de la coopération. La confiance. La confiance, c'est un élément déterminant de la qualité de la production. C'est immatériel. Ça ne se mesure pas. Il ne faut pas le mesurer. On ne mesure pas la confiance. Si on a qui vous disent qu'il le mesure, il ne faut pas vous laisser faire. C'est comme l'estime de soi, ça ne se mesure pas. La dépression non plus. On vous dit que. Et c'est faux. Tout ça, ça appartient à la subjectivité, ça n'appartient pas au monde visible. Ça n'est pas mesurable. On ne mesure pas un affect. Ne mesurez pas un mal de dents. Je veux dire, vous n'avez jamais vu un mal de dents passer, vous ne pouvez pas le mesurer. Donc c'est faux, toutes ces mesures. C'est ça la rien ne se mesure. Même quand il n'y a aucun affect, la productivité du travail ne se mesure pas. Non. En plus, de toute façon, elle ne se mesure pas, mais elle s'évalue. Elle s'évalue, mais par des efforts de jugement. Elle est dès l'origine. Elle ne mesure pas, il n'y a pas de productivité individuelle du travail. C'est un non-sens. Enfin, la non-visibilité du travail, le fait que le travail soit non mesurable, c'est déjà dans Marx, dans la théorie du travail vivant, hein, c'est des manuscrits le travail est vivant, individuel et subjectif. Donc, il ne se mesure pas. Le temps de travail, c'est un reflet faux. Et il est collectif. C'est ce que nous faisons là participe à la productivité générale des gens qui sont dans l'immeuble d'à côté. C'est quand même. Vous avez été à l'école, moi j'étais à l'école. La productivité, la participation. Sur le rapport au savoir, la question de valeur avance. Je voulais juste dire que c'est quand même insensé de penser que c'est les gestionnaires pour récupérer la question de l'évaluation, alors que l'évaluation, c'est le travail des chercheurs. Les gens qui sont des professionnels de l'évaluation, c'est les chercheurs. Et que les chercheurs ne peuvent pas effectivement se réduire à prendre la production d'indicateurs quantitatifs.
Et ça, c'est vraiment un retournement de penser que les spécialistes aujourd'hui de l'évaluation, c'est ceux qui peuvent mettre en place des indicateurs qui permettent de mesurer l'activité de chacun, c'est une folie mentale. Et par rapport à la... Moi, j'ai beaucoup développé le concept d'évaluation dynamique à un moment donné par rapport à ce que tu disais sur la démocratie, sur l'intelligence collective et de recréer des espaces de réflexivité dans toutes les organisations pour justement réduire à la fois les paradoxes et ce décalage permanent entre le prescrit et le réel et arrêter de se laisser cette soumission à la prescription, ce que j'appelle la prescriptophrénie, la maladie de la prescription, et la cantophrénie, la maladie de la mesure, qui sont deux fléaux dans les organisations aujourd'hui terrifiants. Il y avait un point que vous avez évoqué, je vais en dire quelques mots rapidement, c'est cela, la question du collectif. Est-ce que le collectif c'est important? Oui, si on entend le collectif au sens où je l'ai dit, on entend qu'il renvoie à la coopération. Donc un collectif qui est lié, qui se lie, qui se fait, se construit sur la référence au réel du travail. Non, on a des collectifs qui sont coupés du réel, ils ne mettent pas en commun ce qui les met ensemble, ce n'est pas la référence au travail, et donc on peut aboutir au pire de la formation de groupes sociaux qui sont absolument dangereux. Alors, en réalité, pour essayer de le dire en deux mots, les collectifs aujourd'hui, qui se constituent sur une base qui n'est pas bonne. Comme ils ne se constituent pas sur une culture commune et sur des références à des valeurs communes concernant le travail vivant, ils n'ont qu'une seule possibilité, c'est de se réunir comme collectif pour dénoncer. Alors les collectifs de dénonciation, eh ben, ça ne marche plus, c'est épuisé, ça ne sert à rien, puisque si vous dénoncez, les autres n'ayant aucune idée sur la transformation possible, vous n'obtenez rien. Donc la dénonciation, elle est devenue stérile. Donc les collectifs de dénonciation, ça va pas. Il faut que le collectif, qu'il devienne, soit une force de proposition. Donc si les syndicats ne s'en emportent pas, et les syndicats ont une énorme responsabilité quand même dans la merde dans laquelle on est. C'est pas seulement les gouvernements, mais c'est pas seulement eux qui ont une responsabilité majeure là-dedans, parce qu'ils n'ont pas voulu prendre en considération cette question d'organisation du travail. Et bon, là, il y a des choses. Voilà. Donc ça, c'est un point. Et donc on arrive à des collectifs qui sont plutôt fondés sur la référence à l'ennemi commun. Ça ne résout pas le problème. Ça met des ennemis en place, mais encore une fois, vous allez remplacer les équipes par une autre équipe et ça ne changera rien. Ils vont faire la même chose. Alors, je voudrais, par rapport à cette question du collectif, prendre un petit pas de côté et dire l'importance de deux choses, du point de vue politique, pour faire avancer cette question. Premièrement, c'est l'importance de la production artistique. Les artistes sont ceux qui résistent le plus aujourd'hui aux transformations de l'organisation du travail et au tournant gestionnaire. Il y a une quantité extrêmement importante de films, de documentaires, de films, y compris de fiction. Il y a plus de 150 pièces de théâtre qui ont pour objet principal le travail. Il y a des associations d'auteurs de théâtre sur le travail. Je vais tous les ans à Avignon parce que je suis convoqué pour faire des trucs, des débats, etc. Le théâtre, je vous rends parce que le théâtre vivant, il a un impact considérable justement sur le débat. Il déclenche le débat. Le cinéma. Bon. Alors c'est vrai que j'ai fait un travail personnellement très important depuis 20 ans, et surtout depuis 2006, avec les troupes de théâtre, les troupes de cinéma, enfin, les réalisateurs, ils viennent au labo, et donc on passe, les idées, elles passent dans l'espace public. L'espace public, il est sensible à un certain nombre de questions de travail, grâce à ces médias, aux médias, mais grâce aussi à la production culturelle et artistique. C'est un allié fondamental. Et c'est eux qui résistent, pas les intellectuels. Les intellectuels n'ont pas résisté à cette transformation de l'organisation du travail, mais les artistes, oui. C'est la réalité. Donc ceux qui ont résisté ont perdu la bataille. Oui, d'accord. Bon, enfin, il sera minoritaire. Non. Et puis il y a le rôle des juristes. Les juristes, c'est très important parce que l'action syndicale ayant perdu, au fond, un peu sa boussole, et ayant perdu aussi ses objectifs, puisqu'il n'y a pas de négociation en face,
même les organisations syndicales font appel aux juristes. Donc il y a un tournant important. Donc ce qui repose sur le droit, c'est extrêmement important chez les avocats et chez les magistrats. D'où l'importance de les former à ces questions du travail, parce que là, il y a quand même cet accès par la jurisprudence, et on a quand même réussi à faire condamner Carlos Ghosn pour faute inexcusable de l'employeur sur le suicide à Renault. C'est quand même des avocats qui ont été formés chez moi, c'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps, et quand c'est passé en truc, on appelle cet arrivé en cassation, les juges de cassation, ils avaient appelé chez moi pour dire que évidemment, il fallait pour quelque chose. Donc, extrêmement important que ces gens soient formés. L'heure a avancé, donc on va arriver très vite vers la fin. Mais moi, je vais vous dire ma grande satisfaction, en fait, parce que, en même temps, c'est vrai que c'est des sujets que je connais très bien, parce que justement, je vous lis depuis longtemps, tous, et pas seulement vous. Mais moi, je redoutais à la fois, j'étais absolument convaincu, et là, ce qu'on a entendu ce soir le confirme, du grand intérêt, du grand enrichissement qu'il y a à vous écouter. Je redoutais une chose, c'était est-ce qu'on peut avoir quelque chose de prescriptif finalement, parce que sur le diagnostic, et aller au fond du diagnostic, c'est toujours important. Et je me disais, est-ce qu'il peut y avoir des éléments prescriptifs aussi qui vont au-delà? Alors, il y a une partie prescriptive que nous, on connaît très bien, qu'on maîtrise très bien, qui permet justement d'aller vers la nouvelle organisation du travail. C'est la transformation du système. Car tout de même, je peux faire juste un petit point de nuance avec ce que vous disiez, Christophe, en disant que la question de l'organisation politique du travail est en quelque sorte quelque chose qui est indépendant de la question politique plus générale du capitalisme, du socialisme, etc. Une nuance, je dirais, enfin, me semble, en ce sens que on ne peut pas imposer d'en haut par un quelconque modèle politique idéal une organisation du travail type pour chaque entreprise. On sera d'accord, ce serait pour produire justement la fameuse normalisation, standardisation qui a des effets épouvantables. Et la clé est quand même celle du pouvoir dans l'entreprise. La clé de la réorganisation, d'une possible organisation du travail, c'est de la création des conditions de la coopération pour une autre organisation du travail, c'est l'équilibre des potentiels, possibles ou réels des pouvoirs entre les parties prenantes, les gens qui sont dans la même aventure humaine. Et ça s'appelle la transformation du capitalisme en autre chose. On est d'accord, c'est pas totalement indépendant de la transformation du système économique. Moi, je crois que, voilà, il faut qu'on s'entende bien. Hein. Je ne dis pas que le capitalisme n'a pas une incidence sur l'organisation du travail. Bien sûr que c'est majeur, beaucoup sur sa transformation. Je dis simplement que si vous réformez le capitalisme, ça ne résoudra pas les problèmes. Alors bien sûr, on est d'accord. Donc il faut le prendre comme il faut le traiter comme un problème en soi. Et bien entendu qu'il faut pour le reste. Mais donc, on va laisser Jean-Luc, si tu veux dire quelque chose pour la conclusion. Je veux juste ajouter quand même la satisfaction de cet entretien de ce soir. C'est justement au-delà de cette nuance, mais je savais que quand on était d'accord, la grande question c'était oui, mais une fois qu'on a dit ça, justement, où est-ce qu'on va au-delà, évidemment, de cette réforme des conditions du système économique, où est-ce qu'on va là? Et là, dans les éléments que vous avez apportés, et l'un et l'autre, il y a même beaucoup d'éléments très précis qui permettent de pousser la réflexion. C'est quelque chose qu'on peut faire au-delà. C'est-à-dire même une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis en place le cadre qui interdit finalement à des patrons de se comporter comme des salauds et des oliviers, de mettre en place des méthodes de fou, il faut quand même aller là. Il y a des questions d'éducation, des questions de formation, des questions culturelles, il y a des questions juridiques, il y a des questions d'organisation, il y a des questions de formation des élites, etc. Donc, en tout cas, je vous remercie tous les deux. Moi de même, je pense qu'on va en faire un vrai chantier. Je suis d'accord avec vous, Vincent. Toutes les observations que j'ai pu faire montrent que c'est un sujet qui déclenche le débat. Et si c'est comme ça, c'est qu'il y a une parole qui est enfermée et qui n'a pas d'espace d'expression dans la politique. Avant que vous arriviez, je racontais comment, quand on avait fait les forums
du Front de gauche avant 2012, on avait fait une réunion sur le travail, qui était intéressante, mais qui s'est véritablement déchaînée quand quelqu'un a engagé le thème de la souffrance au travail, et dans ses aspects les plus divers, puisque ça allait jusqu'à la souffrance de ne plus être dans une équipe. Parce que le type qui est à côté ou la fille qui est à côté dépend d'autres boîtes de sous-traitants, il a d'autres normes, des fois il a d'autres horaires, etc. Mais je réfléchissais, évidemment les deux, vous avez apporté beaucoup de choses, ça me met en ébullition. Vincent, je voyais un rapport que peut-être, je ne sais pas si l'un et l'autre vous vous intéressez à cet aspect du problème qui est le travail comme savoir de celui qui travaille. Et comme vous évoquiez tout à l'heure, c'est pas pour relancer le débat, mais c'est une idée qui m'est venue en vous écoutant, de l'importance, de la centralité de la question de la différence entre être dépositaire et titulaire d'une qualification et être aperçu à travers ses compétences. Et le système du capital, dans la certification des gens, puisque vous abordiez cette question après du contrôle et de l'évaluation, quand la bataille était entre le service public qui voulait donner des qualifications aux travailleurs, donc on a une commission pour ça, où il y a l'éducation nationale, la branche et l'État, je crois que c'est les trois, l'éducation nationale, la branche et les syndicats, pardon. Et on faisait les référentiels d'un métier. Hein. Donc on est dépositaire là. Et alors, la bataille des branches, des grosses branches, était pour faire exploser la certification des qualifications en compétences, de manière à permettre d'abord une déqualification du travail, le fait pour les gens d'être obligés de se repayer une formation à intervalles réguliers, parce que celle-ci devient aussi obsolète que l'objet qui a été produit par cette méthode. Mais je m'aperçois en vous écoutant que c'est aussi une manière d'organiser un contrôle encore plus serré et d'interdire la liberté que donne une qualification par rapport au travail qu'on exécute. Tandis que quand on est évalué sur une compétence, ma foi, on peut avoir l'illusion de dire qu'on évalue, hein, mais c'est le travail en ville. Ça me rappelle un camarade qui bosse avec nous là en bas et qui disait qu'il faisait un boulot absolument absurde. Enfin, il disait qu'il était absurde et très répétitif, et il disait le seul moment de bonheur que j'avais dans la journée, c'est quand je nettoyais l'établi, parce que c'est moi qui décidais dans quel sens je le faisais et par quoi je commençais. Et, oui, mais justement, ça veut dire que l'enracinement, vous avez raison, Vincent, l'enracinement dans le vécu des gens est très profond, cette question-là. Nous, on se la pose ici de manière un peu... on regarde du dessus l'ensemble des paramètres, mais je suis sûr qu'on va trouver un écho. Et que ça va appeler à l'idée, en tout cas ça va permettre de mieux faire comprendre pourquoi l'implication, ce que vous disiez tout à l'heure, je suis d'accord avec vous, si on ne change pas ça, on ne change pas rien, c'est tous les jours. Tous les jours, ça reproduit la compétition de chacun contre tout le monde. De la même manière que de regarder quelqu'un dormir dans la rue et ne rien faire, c'est aussi tous les jours s'éduquer à l'idée que j'en ai rien à foutre que quelqu'un soit en train de crever. Quoi. Qui va quand même contre tout ce que tu... C'est ce que tu décris, la dissociété, c'est vraiment un beau thème que tu trouvais. Tu des trucs pas mal. Hein. J'ai deux mots qui est fort, hein, quand même. Qui prolonge ce qu'a dit Christophe. La bataille sur le burn-out comme maladie professionnelle est une illustration, je trouve. Ouais. Vraiment. Et le refus, donc, de prendre en compte alors que... Mais vous vous rappelez qu'il y a 15 ans, on rigolait des Japonais qui mouraient au travail, qui ne voulaient pas partir en vacances, on disait ah bon, qu'est-ce qu'ils en feront? Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il a dit. Bon oui, j'en peux plus aussi. Un agrément du gouvernement pour que deux fois tu fasses tout, et évalue d'autres fois les plus failles. Et là, on a plus d'intérêt.